Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, dernière journée de la semaine, en tout cas la régulière, tribune libre. Bonjour Pierre. Bon vendredi, Madame Janine. Vous aussi, je vous sens espiègle. Oups! Madame Est-ce Janine. que c'est annonciateur de... Oui. Oui, de... Si on invitait nos auditeurs à nous rejoindre, et après ça, j'ai une petite devinette pour toi. Je savais. Ça se peut pas. Faut que je te fasse travailler un petit peu. Oui, certain. 790-0224, 1-800-667-5241. Au nombre de fois où je le donne, Pierre. Je sais pas si tous les animateurs se disent la même chose. Il me semble que tout le monde doit le savoir par cœur. Mais non. Non, j'ai jamais réussi à l'apprendre par cœur. Alors, il doit y en avoir quelques-uns. Ben, Janine, qui suis-je? Je suis une idéologie qui se traduit par des préjugés, des pratiques de discrimination, de ségrégation et de violence, impliquant des rapports de pouvoir entre des groupes sociaux qui a une fonction de stigmatisation, de légitimation et de domination, et dont les logiques d'infériorisation et de différenciation peuvent varier dans le temps et l'espace. Racisme. Tu l'as. Oui. L'UNESCO 2006. Eh oui, c'est ça. Il y a la notion de supériorité, puis les autres sont moins que toi. Oui. Mais il y a une chose. Est-ce qu'il y a pas grand monde? Je l'ai posé à quelques personnes, puis les personnes étaient un peu interloquées. Ah oui? Oui. Parce que la définition du racisme dans Larousse 97 est simplement ceci. C'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains et les races. Oui. C'est ça. Point virgule, comportement inspiré par cette idéologie. Alors, le racisme, c'est d'abord et avant tout des attitudes, OK? Et deuxième définition du racisme dans Larousse 97, une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Oui. OK? Oui. Exemple, le racisme anti-jeune. Alors, tous ceux d'un certain âge là, qui pestifèrent aller-retour contre les jeunes, puis les jeunes c'est ici, puis moi dans mon temps, ben oui, c'est une attitude d'hostilité systématique. Alors, c'est juste ça. Et la définition donnée par l'UNESCO 2006, écoute, reflète là, un dérapage d'intello à la noix. Mais parce que, Pierre, la semaine dernière, cette semaine, tout au long de la semaine, on parlait de racisme. Dans le fond, ça a été pour allumer les lumières, puis que ça discute, parce qu'on aurait pu parler de xénophobie, puis ça aurait été plus juste. Et je cherchais une définition pour finalement en trouver une ce matin. Ben, complète. Ce matin, celle que vous avez dit, elle est complète. Ben là, elle est complète. Écoute, Janine. C'est ça, du racisme. Ben oui, mais non, arrête. C'est dans les attitudes, part, absolument que c'est dans les attitudes. Oui, mais tu vois bien que la définition, là, ça n'a pas de... Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Définition. Si t'es pas capable de ramasser tes idées, là, t'as rien dit. Et dont les logiques d'infériorisation et de différenciation peuvent varier dans le temps et l'espace. Hey, Janine, arrête, là. C'est parce que ça, c'est pour que tout le monde comprenne sous toutes les latitudes. C'est pour ça qu'ils y vont dans le détail comme ça. Et certains, après ça, ces espèces d'intello à la noix viennent nous dire que, vous savez, le sondage n'est pas bon parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Hey, s'il y en a qui savent pas de quoi ils parlent, c'est peut-être les intellos à la noix et non pas le peuple. En tout cas, le peuple a répondu d'un premier jet. Ça a permis une grande discussion. Une grande discussion ouverte où chacun s'est dévoilé. C'est le cas de le dire. Puis on va en reparler. Et pour ceux qui sont anti-sondage, je vous dirais simplement ceci. Il est très sain dans une société d'amener les personnes ou d'inciter les personnes à se regarder et à se jauger elles-mêmes. Ce qui se fait tous les jours à cette émission, Pierre, et qui rend beaucoup de personnes inconfortables. Alors, on est d'accord, c'est exactement l'exercice qu'on fait ici. Et tous les contrôlants, dans toutes les dictatures, dans toutes les autarcies, la dernière chose qu'on va faire, c'est d'inviter le peuple à se regarder et à s'évaluer. Alors, les intellos à la noix, passez-vous ça, mettez ça, ajoutez ça à votre soie dentaire. Bon, Pierre, ça gagne du panache. On remonte. Bon. Avant de mieux redescendre.
On a reçu un courriel cette semaine, puis je m'en serais voulu de pas le ramener, parce qu'on n'a pas eu le temps durant l'émission. Le thème c'était est-ce que vous avez l'impression de redémarrer, de recommencer votre vie à zéro? Ouais. Il y a une femme qui nous écrit, puis elle a travaillé pendant une vingtaine d'années, 21 ans, dans une compagnie qui lui offrait beaucoup, beaucoup d'avantages. Elle était heureuse, ça allait bien. Et au bout de 21 ans, une autre compagnie dans le même domaine, elle est dans le domaine de l'agriculture, qui lui offre, en tout cas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser. Alors, elle analyse tout ça, et puis elle commence à travailler, et un an à cet endroit-là, elle laisse donc l'ancien emploi où elle était bien, où il y avait beaucoup d'avantages. Et un an plus tard, c'est terminé. Elle n'a plus rien. Je pense qu'elle devait être contractuelle. Et elle se tape sur la tête. Elle se dit, bon, j'avais tout. J'ai tout perdu. Bon salaire, avantages sociaux, etc. J'œuvre dans un secteur qui est très spécialisé, où les emplois sont rares. Et elle dit, aujourd'hui, je fais face à un fait, on engage les plus jeunes et pas moi. Elle dit, j'ai déjà sollicité plusieurs employeurs dans mon domaine, il n'y a pas de résultat. À 44 ans, je n'ai plus rien. Pas de conjoint, pas d'enfant, des parents pas très compatissants, une voiture qui est à la veille de me lâcher, un loyer. Il me reste ma honte profonde de moi-même pour m'être retrouvée dans une telle situation et cet ordinateur qui m'aide à passer mes journées qui sont de plus en plus longues. Surtout, je m'ennuie tellement du travail que j'ai toujours aimé. Comment se fait-il que j'ai été d'une telle stupidité? Je ne pourrai jamais me le pardonner. Je donnerai tout pour retourner en arrière. Alors, elle dit, c'est ma faute, je sais, je ne suis pas la première et ne serai pas la dernière personne à perdre son emploi. La différence, c'est que c'est entièrement de ma faute. J'ai pas été licenciée dans le fond. Alors, je souhaite à personne ce calvaire. C'est insupportable. Voilà. Alors Pierre, je sais pas, c'est une façon de voir à 44 ans comme si c'était un échec et c'était la fin des choses. Il va falloir redémarrer, là, il va falloir que... Dans un cas comme ça, jusqu'à quel point son inconscient ne régule-t-il pas sa vie? Elle était 21 ans au même emploi, puis tu te dis, j'y vais réguler sa vie. Ouais. Elle voulait se faire payer un jour ou l'autre pour que... se faire payer par culpabilité, là, une situation inconfortable pour ce qu'elle aurait vécu avant. Janine, oui. Le rôle de mère est le plus grand déterminant du devenir de l'être humain. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? Pour ceux qui n'ont pas compris, là, je vais le dire autrement. La mère est tellement importante qu'elle va être, son rôle auprès de son enfant va pourrait influencer la majeure partie des décisions qu'un être humain va prendre dans sa vie. Ça va jusque-là. Oui. Tu dis, elle s'en est... Et la tribu québécoise a fait fi de cette réalité naturelle. Alors, dans le cas que tu présentes, je me demande si ce qu'elle a incorporé à son insu dans son psychisme ne l'a pas conduit à la situation actuelle carrément. Et elle le pète tard. Elle le pète très tard. De mauvaises décisions, de mauvaises attitudes. L'inconscient peut influer sur les grandes décisions que prennent les êtres humains. Et ça devient catastrophique parce que l'inconscient est de mauvais conseils. L'inconscient n'est pas raisonnable. Il est déraisonnable. Mais ici, elle n'avait pas pu s'en apercevoir probablement avant autant d'années, 44 ans, parce que elle était bien dans son milieu de travail. Fait que ça a comme caché tout ça. Si je comprends votre raisonnement, ça a caché. Puis au moment où on lui offre quelque chose, elle n'a pas su jauger, elle n'a pas su évaluer qu'il y avait une sécurité qu'elle perdait. À 44 ans, c'est peut-être moins facile de se trouver un nouvel emploi. Tout ça, évaluer tout ça pour pas aller se mettre les pieds dans les plats. C'est bon. En tout cas, on peut s'interroger sur la participation de son inconscient dans la situation actuelle. Parce qu'elle se tape sur la noix, pas à peu près. Elle dit, comment ça se fait que j'ai été d'une telle stupidité? Oui. Elle a pris un risque. Beaucoup de gens vont prendre des risques, c'est correct. Oui. C'est correct, ils vont grandir à travers ça. Mais c'est la façon dont elle le voit, là, qui est catastrophique. Son regard sur sa situation, et comme si c'était une catastrophe. Ce que je trouve drôle, c'est jusqu'à quel... le pourcentage d'adultes qui vont nier inconsciemment l'impact majeur
qu'ont eu leurs parents sur eux. Ça aussi, ça me dépasse. Ils croient encore que l'être humain est une espèce de création spontanée, puis je suis ce que je suis, puis c'est comme ça. Mais tu sais, c'est pas comme ça. Beaucoup ont l'impression qu'ils vont se défaire de l'influence de leurs parents, Pierre, en avançant. Écoute, tu dis, ça fait 20 ans que je vis avec mes parents. Je vais te donner un exemple. Je reçois du monde régulièrement. Et à quelqu'un, hier, écoute, c'est pas il y a 20 ans, là, hier matin, je mentionnais à cette personne-là que j'avais l'impression que sa pensée, son psychisme n'était pas formé. Oui, mais la personne, elle a 50 ans. Oui. 50. Son psychisme n'est pas formé, n'a pas été formé. Son psychisme sa pensée a été déformée. Non seulement n'a pas été formé, mais a été déformé. Comme on déformerait un petit arbre, puis on y appuie quelque chose après, puis là, il prend une courbe. Et cette personne-là vous regarde à 50 ans, puis qu'est-ce qui apparaît sur son visage, là? Détresse. Quand vous lui dites ça. Frustration. Oui. Oui, parce que la personne, ce qui arrive, c'est que l'être humain, beaucoup d'êtres humains peuvent s'apercevoir qu'ils ne fonctionnent pas au niveau où ils devraient fonctionner, mais ils ne savent pas pourquoi. Oui. Et ça, c'est frustrant, c'est choquant, ça devient déprimant, et il y a des individus qui deviennent tellement enragés, tournent cette rage-là contre eux-mêmes et deviennent suicidaires. C'est ça. Comme ici, dans le courriel, elle dit « Tout est entièrement de ma faute. Impossible. » C'est impossible. Comme si elle se serait faite elle-même. Voyons! Mais ça saute aux yeux. Tout le monde, c'est tellement gros, Janine. Beaucoup d'adultes pensent comme ça. Pierre, tu te dis, je laisse mes parents, je vis ma vie. On a l'impression de vivre notre vie, qu'on largue plein d'affaires, puis ça nous rejoint un jour ou l'autre. En tout cas, le bonhomme Freud, chapeau pour l'histoire de l'inconscient. Chapeau, parce qu'il a été le premier à se rendre compte que dans notre psychisme, on transportait un ensemble de données qui nous influencent et qui nous influencent à notre insu, sans qu'on s'en rende compte. C'est ça l'inconscient. C'est un gros classeur dans la tête là, qui influe sur un paquet de décisions, qui peut même amener à prendre des décisions, puis à notre insu. Oui. C'est pas pourquoi. Hey, raisonnable. Raisonnable veut dire doué. On va y revenir là-dessus. Comment ça sur le mot s'appelle? raisonnable. Carl Jung, quand il est allé dans les rêves puis tout ça, il lui disait qu'en empruntant des symboles fournis par les rêves, tu étais capable d'entrer plus en contact avec l'inconscient qui pouvait te fournir certaines informations. Ça n'a pas tenu la route. C'est pas ça que... Non. Non, ça c'est pas diable. Bon. Alors, là, avec Jung, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Je m'entends de le dire. Faut pas charrier non plus. Mais la psychanalyse, il travaille encore avec ça. Janine, quand à peu près n'importe quoi devient une religion, là, on se baisse. L'inconscient, c'est important, mais enfin... Il n'y a pas que ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas que ça devienne une religion non plus. Et il n'y a pas que les représentations symboliques aussi de Jung. Mais avec les deux. Et peut-être autre chose, on finit par se comprendre un peu plus. Jung, ça n'a pas eu un gros impact sur la compréhension de l'être humain. Puis les rêves, on est encore tout fourré. Les rêves, on ne sait pas ce que ça fout. On ne sait pas pourquoi on rêve. Puis on ne le sait pas trop. Puis il y en a plusieurs qui ont gaspillé leur vie à essayer de comprendre les rêves. Puis, écoute, on pensait que le cerveau, jusqu'à tout récemment, on pensait que le cerveau dormait. Alors Pierre, on va s'arrêter là. On ouvre notre tribune tout de suite après les informations. Venez visiter le salon. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Donc, c'est la tribune libre du vendredi. C'est ce qui vous dérange, ce qui vous préoccupe. Vous avez des remontées inconscientes qui viennent vous déranger. On en parle. Le vendredi, ce sont vos préoccupations intimes. C'est pas des commentaires, c'est vraiment des témoignages sur ce que vous vivez. On parle à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour. Oui, bonjour, Julie. Moi, je vous appelle parce que j'ai des difficultés avec ma fille. Oui. Puis, j'en ai plusieurs, mais là, je vais me centrer seulement sur une chose, là. Oui. La principale difficulté que j'ai, c'est qu'elle est lunatique. Pardon? Elle est lunatique. Oui. Elle est dans sa bulle constamment, comme coupée du monde, de la réalité. Donc, ça entraîne plein de difficultés, comme, entre autres, elle est très lente. Quand elle fait quelque chose, je peux lui répéter 20, 30, 40 fois. Faut que je la ramène toujours. Elle n'est pas là. Comme là, ce midi, c'était parce qu'on reste à 4 rues de l'école. Donc, moi, je suis à la maison, elle rentre à pied, normalement. Sauf que moi, je vois tous les enfants qui rentrent, la brigadière qui part chez elle, il reste plus personne, elle n'est toujours pas arrivée.
Fait que je m'en vais voir à l'école. Elle est encore dans la cour d'école en train de jouer. Parce qu'elle voit pas le temps passer. Elle n'a pas la notion du temps du tout. Est-ce qu'elle est capable de suivre à l'école? Elle a des difficultés, oui, à l'école, mais là, j'ai fait un peu de pression, puis là, on l'aide, là. Elle a de la récupération, elle a suivi avec l'orthopédagogue, tout ça. Mais moi, à la maison, là, ça me brûle tout mon énergie, là. Je suis monoparentale, puis là, j'ai la maison à tenir. J'ai lâché mon travail pour pouvoir avoir plus de temps avec elle, mais ça m'épuise parce que c'est toujours comme ça, là. Fait que là, je me demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider à quitter sa bulle, à être plus dans la réalité, Première chose qu'on va faire, c'est de connaître son quotient intellectuel. OK. Ça, c'est la première chose. Dans des cas d'enfants très marginaux comme ça, la première étape, connaître où ils en sont rendus dans le développement de leur intellect. Parfait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est... Puis une fois qu'on aura déterminé ça, vous allez nous rappeler. Alors, vous allez demander à l'école là, de lui faire passer un test psychométrique pour connaître son quotient intellectuel. Et quand vous aurez les chiffres du quotient, vous nous rappelez. OK, parce que ça peut dépendre entièrement de ça. Ben écoute, bien sûr que c'est la première étape. On ne peut pas passer à côté de ça. OK. Puis après c'est ça. Après ça, même... on verra. Mm-hmm. OK. Vu que j'ai un petit peu de temps, j'aimerais ça vous parler aussi. Elle est un peu obsédée par les seins. C'est-à-dire que depuis l'âge de 5 ans, peut-être pas 5 ans, peut-être 6 ans, elle voulait toujours me toucher les seins ou m'accrocher les seins. Puis récemment, là, elle est rendue à 8 ans, à la télévision, on a vu, je zappais, puis on a vu des seins de femmes, là. Puis elle a dit, moi j'aime ça les seins. Puis elle prend ses poupées, puis elle lèche les seins. Elle embrasse, puis elle lèche les seins de sa poupée. Elle a comme une obsession des seins, puis moi, ça me met mal à l'aise. Ouais. Là. Est-ce que là, déjà été vu par un pédopsychiatre? Non. C'est-à-dire non. Non, on va en faire voir. Alors, dans un premier temps, quotient intellectuel, OK? Oui. Et vous leur demandez pas une note, pas une cote, là, mais une description, mais bien des chiffres. OK? Vous voulez savoir combien qu'elle a de QI. Puis ensuite, je pense que ce serait peut-être bon là, de l'amener voir, de demander à votre médecin de famille qu'il vous réfère à un pédopsychiatre. Dans un deuxième temps? Oui, dans un deuxième temps. Après avoir eu les mais pas avant. C'est pas avant le quotient intellectuel, parce qu'autrement, vous allez aller voir le pédopsychiatre, puis le pédopsychiatre va se demander, la première chose qu'il faut qu'il comprenne, qu'il évalue bien, c'est où elle en est dans son développement intellectuel. Est-ce qu'elle a un retard? Est-ce qu'elle est normale ou c'est un génie, tu sais? Okay. Donc, avec le test, il faut qu'elle apporte le test chez le pédopsychiatre. Non, ça va accélérer les choses? Non, pensez pas? Pas le test. Non. Juste les chiffres. Résultats, c'est ça. Juste le résultat, pas le test. Parfait. Je vous remercie beaucoup, puis okay. je vous souhaite bonne continuité. Puis rappelez, quand vous aurez ça, là, dites-leur à l'école de se dépêcher. Tu ne vas pas faire ça dans 4 mois, là. Oui, ça va être long parce qu'il n'y a qu'une seule pédo... je sais pas comment ils appellent ça, en tout cas une spécialiste. Une psychologue, non, il y en a des psychologues qui sont là pour ça. Il y en a une seule, puis elle travaille une journée par semaine. Oui, ils feront travailler, ils feront rentrer une journée de plus, voyons. C'est pas de même. Dans quel coin de la tribu, ça que ça se passe? C'est pas le même. Non, mais brossez-le le derrière, voyons. Ou sinon par le CLSC, puis est-ce que c'est possible d'obtenir ça? Écoute, non, c'est l'école qui s'occupe de ça. Il y a des paquets de psychologues au Québec, c'est rendu. Il y en a partout, il y en a tous les coins de rue. Avec la réforme, ils ont coupé dans les services, puis elle travaille uniquement une journée par semaine. Ça qu'elle se débrouillera pour évaluer votre enfant, parce qu'à 8 ans, là, ça devient important, afin de l'orienter, puis de bien comprendre, puis d'intervenir adéquatement. Parce que là, elle est à mi-parcours de son année scolaire, il faut savoir, là. OK? Oui. OK, parfait. Bonne chance, Julie. Merci. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer un autre appel? Oui. OK. Alors, on parle à Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, Marie-Claude. Moi, j'avais une question pour vous, mais je pourrais-tu juste, je sais pas si je peux me permettre de vous parler de la relation mère-fille. Qu'est-ce que vous disiez, Doc Mayou, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu de parents qui m'ont écouté. J'ai jamais eu de... Moi, j'ai eu le père non plus, j'ai eu, mais la mère, je pense, ça me touche pas mal plus. Puis aujourd'hui, je fais ma vie, j'essaie de la réussir du mieux que je peux. Mais c'est sûr que c'est comme forçant. Faut tout le temps que je fasse des efforts pour avoir de mauvais plis. Parce que j'ai des manques. Puis là, quand je me couche le soir, je suis tellement épuisée parce que je me force toute la journée à... Comment j'essaie de vous le dire? Vous êtes en lutte, c'est ça. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit, c'est que l'inconscient peut lutter contre la raison. C'est ça. Et vous avez raison, il y a énormément de femmes qui vont être épuisées le soir parce que toute la journée, leur inconscient a lutté contre leur raison.
Ça brasse. Ah, c'est vidant, là. Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. On peut pas s'en sortir, là. J'ai même lu la psychologie, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de comprendre pourquoi qu'elle a fait ça, puis comprendre c'est quoi ses problèmes, puis comprendre pourquoi moi j'ai du manque. C'est faux pas. Vous n'avez pas à faire la psychanalyse de votre mère, espèce de femme maternante. C'est quel impact ça a eu sur elle. C'est ça, là. C'est ça, c'est les conséquences. Et on s'en maudit-tu des raisons pour lesquelles elle a fait ça? C'est quel impact ça a eu sur vous? Ben c'est ça, j'ai regardé. C'est incroyable le nombre de femmes qui se présentent faire des thérapies, puis ils veulent faire la thérapie de leur père, la thérapie de leur mère. Hey, non, mais j'ai plus fait, je voulais plus analyser la situation aussi, parce que je me demandais pourquoi j'avais plus de misère que les autres à l'école. Comme ça, je me concentre plus. Pourquoi j'avais plus de misère dans beaucoup de choses. Comme des simples choses, comme passer un permis de conduire, je suis pas... J'ai un manque de confiance en moi, une place, puis je le sais. Je me demandais pourquoi moi j'avais plus de misère à passer un permis de conduire quand plein de monde le font. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais tellement d'efforts pour être... comment qu'on dit ça? C'est tellement compliqué. C'est que même avec mon conjoint, des fois, j'étais peut-être méchante au début. Puis là, je m'en ai rendu compte. Parce que on fait ça, tu sais, comme l'inconscient, le fait automatiquement. C'est ça. Parce qu'on dirait, je vais reproduire ce qu'on m'a fait, tu sais. Exactement. Donc, là, il faut que je fasse des efforts pour pas le reproduire. Ouais. Fait qu'à toutes les minutes, je pense à dire, c'est comme si il y a une force vengeresse en vous, mais pas avec la bonne personne. T'sais, c'est pas le conjoint qui vous a élevé puis qui vous a frustré puis qui a causé des lacunes. Au moins, c'est regardé. Il y a un paquet de femmes qui se vengent sur le conjoint en lui bouffant les testicules. Ben oui, mais ça vous avancera pas. C'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts. Parce que je sais que c'est... Non, arrêtez de forcer un peu aussi. Bon, vous avez parce qu'il y a des prémices qui sont fausses dans votre affaire. Pierre, vous avez dit on peut pas s'en sortir. Fausse prémisse. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Hey, à 32 ans, on peut pas s'en sortir, là, voyons. Non, pas de ce sens-là. C'est que je sais que je suis comme là, j'ai un conjoint, j'ai un enfant, tout, tu sais, j'ai un travail, j'ai une vie, là, je vais pas dire normale, mais une vie qui me plaît moi, là. Bon, j'ai quand même fait ma vie comme qu'elle me plaît, tu sais. Au moins, il y a ça, tu sais, il y a pas... Je me laisse pas taper sa tête non plus. J'essaie, tu sais, au moins, je vais faire la vie comme je vais l'aimer, là, tu sais. C'est pour moi aussi, puis la façon que je la voulais. Ça, au moins, je suis fière de ça, parce que j'ai réussi ça, puis je suis heureuse là-dedans. Je suis heureuse avec mon conjoint, je suis heureuse avec mon enfant. Fait qu'il y a des parties qui ont pas été atteintes, là. C'est ça, c'est juste que pour... C'est que vous devez lutter à chaque heure pour ne pas gâcher votre sauce. Il y a des fois, si je suis plus fatiguée, là, je vais le remarquer que je suis plus... Oui, l'inconscient, quand on est plus fatigué, l'inconscient sort. Et là, vous pouvez sortir des platitudes, puis votre conjoint, à un moment donné, va vous regarder de travers. Ben là, il me laisse parler. Il commence à être habitué quand il dit « T'es fatigué, hein? » Je vois, je suis fatigué, là, ça, écoute-moi plus. Hey, il est bon observateur, hein? Y a-tu quelques hommes au Québec qui ont de l'allure? Oui, monsieur. Ben lui, il est très gentil. Puis au début, des fois, j'étais pas méchante. Il y a des hommes au Québec empathiques et perspicaces, je n'en reviens pas. Pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Pierre, on va arrêter ici. Puis on reprend Marie-Claude tout de suite après la pause parce que là, on n'a plus le choix. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on va clore avec Marie-Claude. Marie-Claude, vous disiez que vous vous trouviez comme épuisée parce que c'est comme s'il y avait un combat en vous continuellement. Il y a des affaires qui veulent remonter, puis quand vous êtes fatigué, c'est encore pire, vous êtes plus irritable, plus agressif avec votre conjoint. Le combat, c'est moi qui l'ai insinué pour expliquer la fatigue à la fin de chaque journée, parce qu'elle doit constamment se surveiller, particulièrement lorsqu'elle est fatiguée, pour ne pas que son inconscient vienne contaminer et polluer les belles relations qu'elle a avec son conjoint et sa fille. Mais Pierre, est-ce que c'est que Marie-Claude, elle est capable de s'observer? Parce qu'il y en a d'autres, ils feraient, des crises, puis ils ne sauraient même pas. Ouais, c'est ça. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose. Alors Marie-Claude, vous êtes là? Oui. Alors, vous êtes rendu plus loin que beaucoup. Vous avez un bon bout de chemin de fait. J'ai travaillé beaucoup sur ma personnalité. Non, on arrête tout ça, là. J'essaie de m'expliquer. Non, mais l'histoire de beaucoup travailler sur soi, faut tout arrêter ça. C'est une très mauvaise attitude. Mais surtout, j'ai pris conscience, puis surtout, je sais que l'homme que dans ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme que j'adore, puis je vais faire ma vie avec. Enfin, je veux pas gâcher non plus. Oui, c'est ça. On a ensemble. Votre inconscient pourrait venir gâcher la sauce. Non, regardez, il ne s'agit pas de travailler sur soi, il s'agit d'apprivoiser ce qui est en soi. C'est très différent.
Tu sais, on travaille pas sur un animal sauvage qu'on veut apprivoiser. On apprivoise un animal sauvage. On travaille pas dessus, voyons. C'est la même chose avec notre inconscient. On apprivoise son inconscient et tout ce qu'il recèle. On travaille pas là-dessus. Ça, c'est des psychologues bidons qui vous ont fourré ça dans la tête. Ouais. Mais moi, c'est surtout que, aussi, comme là, j'ai un petit gars, puis c'est encore plus, c'est pas, j'essaie de le dire d'une façon que ça va bien sortir, parce que c'est pas évident, toutes ces idées. Là, sortez-là tout de travers. À notre tribune, on est là pour ça. Sortez-là comme ça vient. OK. C'est que mon gars, je le sais qu'à sa mère, c'est important pour lui. Ça, je le sais parce que je sais que moi, j'ai manqué des bouts. Fait que là, ça me donne une conscience en même temps de pas faire à mon gars qu'est-ce que j'ai eu. Fait que là, ça m'aide. C'est pas facile encore là parce que des fois, quand je suis fatiguée, mon inconscient, il vient me dire non, tu fais ça parce que c'est ça que tu as vu. C'est ça que tu as vu. Oui. Fait que là, c'est pour ça que je suis fatiguée ça des fois, parce que quand je regarde mon gars, je dis, mon gars, c'est toute ma vie, c'est qu'est-ce qui est le plus beau au monde pour moi, un enfant, j'adore les enfants. Non, mais regardez, là, c'est tout, voyez-vous, il y a du langage là-dedans qui n'a pas de bon sens. Adorer son garçon. Mon fils, c'est toute ma vie. On va arrêter ça. Votre vie, c'est vous. Votre gars, c'est pas votre vie. Je regrette, là, parce qu'à un moment donné, ça va le faire suer de savoir qu'il est toute la vie de sa mère. On fait pas ce coup-là, un enfant. Mais c'est la grande difficulté des mères, Pierre, parce qu'on le porte en nous. C'est ça. La grande difficulté pour plusieurs mères, il semble. Je sais que mon enfant, pour moi, je suis bien croyante aussi, là. Je sais que mon enfant, dans le fond, il est pas à moi. C'est un être humain à part. On est tous à part. Comme mon conjoint, il est pas à moi. Des fois, il y en a qui bon, ça, c'est votre raison. Votre raison est bien meublée. Ça, c'est pas vrai, parce que c'est pas un objet. Mon gars, il est pas à moi. Il est là, moi, excusez, j'aime la religion, j'aime ça parce que je suis bien croyante, là. C'est ma façon, c'est ça qui a fait que je m'en ai beaucoup sorti parce que j'avais une croyance aussi. Quand on croit, ça l'aide, hein. On croit en quelque chose, on croit... Non, les croyances religieuses nuisent à l'épanouissement personnel, à l'épanouissement individuel. Mais je crois, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je crois que mon gars, c'est pas un objet, il m'appartient pas, je le sais. Puis c'est un être humain à part entière, il y a des... Lui, il est fait comme une personne. Il n'y a pas de religion qui prône ça. Il prône l'inverse. Lisez les 10 commandements de Dieu, vous allez voir que ça va carrément à l'encontre de ce que vous venez de dire. Ça doit être ma religion à moi que j'ai faite. Votre interprétation, c'est ça. Ça doit être ça que j'ai fait parce que pour moi, c'est mon gars. Oui, parce que toutes les religions invitent les croyants à se traîner à quatre pattes devant leurs parents. Ce qui est très mauvais. Puis moi, je suis tout le temps une personne à part, avec une personnalité bien spéciale, puis très, très spéciale. Je suis extravertie, je suis une personne joyeuse. Puis qu'est-ce qui fait aussi que je suis comme ça, je me dis, c'est que j'aime la vie. Malgré tout ce qui se passe dans la vie, j'aime la vie. C'est drôle à dire, là. Mais moi, toutes les petites choses de la vie, je vois un oiseau, il fait beau un matin, il fait pas beau, c'est pas grave, je vais me trouver un soleil à quelque part. Fait que... Parlez-nous de votre libido. Ma libido? Oui, le goût du sexe pour vous? Ça va bien parce que je suis pas une obsédée de ça, mais j'aime ça parce que j'aime mon conjoint. Puis... Non, là, voyez-vous, j'aime ça parce que j'aime mon conjoint. C'est incroyable. Vous avez 32 ans, Marie-Claude. J'aime le sexe parce que j'aime mon conjoint. Peut-être très bien dans ses bras. Mais comment ça Non, mais j'en reviens pas. Écoutez, on est en 2007. J'aime le sexe parce que j'aime mon conjoint. Ça n'a rien à foutre. Vous aimez le sexe parce que vous avez un appétit pour ça. Oui. Tu sais, j'aime manger parce que j'aime le homard. Pardon? Si je m'exprimais comme ça, vous seriez la première à me dire, Madio, voyons, t'aimes pas manger parce que t'aimes le homard? T'aimes le homard parce que t'aimes manger? Mais quand t'es en amour avec quelqu'un, Pierre... Vous, là, je sais pas qu'est-ce qui est normal. Moi, je trouve qu'il est normal, là, mais tu sais, moi, la normalité, j'ai de la misère avec ça, parce que faut peut-être dans le standard. Oui, c'est vrai, parce que voyez-vous, vous êtes un bel exemple d'un esprit mal formé, d'un esprit qui a été déformé par vos parents, et ceux qui vous entouraient. C'est ça, votre pensée, là, ça sort n'importe comment. Pas parce que vous êtes déficiente intellectuelle, parce qu'on vous a empêché. On vous a constamment bloqué. Vous preniez une voix, paf! Une autre voix, paf! C'est ça. Écoutez, c'est évident, vous écoutez. Puis là, vous arrivez avec... Vous essayez de formuler votre pensée, puis ça sort, monsieur. J'essaye, pourtant, c'est pas que... Non. Arrêtez d'essayer. C'est peut-être pas... C'est ça, vous forcez trop. Arrêtez ça. Pierre, c'est pas grave. Si elle a beaucoup de sentiments pour son conjoint, c'est sûr que ça allume plus, là. Donc, ça peut être facile de se mêler. Il faut surtout pas alimenter ces intellectualisations de bon niveau. Prenons un exemple. Marie-Claude, prenons un exemple. J'aime le sexe parce que j'aime mon conjoint.
Ça n'a rien à cirer. Mais ça aide. Non, je comprends, Pierre. Là, ça l'aide, là, quand moi, j'aime pas quelqu'un, je veux pas qu'on me touche. C'est que j'aime le sexe et je m'épanouis sexuellement lorsque je suis avec un bon partenaire. Ben oui, c'est vrai pour tout le monde. Oui. Avec un maillet et un épais, vous n'arriverez jamais à jouir. Pas fort, hein? Non. Comprenez-vous? Mais à vous-même, vous vous servez une rationalisation de bas niveau. Puis vous, tu sais, si on n'était pas attentif, là, alors vous répandez ça. J'aime le sexe parce que j'aime mon conjoint. Quelqu'un qui n'est pas allumé, là, il achète votre salade. OK. Mais ça n'a rien à foutre. Parce que j'aime le sexe, c'est par J'aime moi-même, le sexe parce que j'aime le sexe. Bon. Mais j'aime ça avec quelqu'un qui a de l'allure. Mais il y a quelque chose que j'ai de la misère, par exemple, pas avec le conjoint que j'ai là, c'est que j'ai de la misère, puis je sais que ça vient de là, j'ai de la misère de me faire toucher physiquement. Je suis sociable pour parler, je suis sociable pour être avec un groupe, mais quand on arrive pour... puis je sais que c'est pas normal. Vous êtes tout croche partout. Je sais que c'est pas normal parce que il y en a qui aiment pas ça se faire toucher. Moi, j'aime pas ça. Je peux comprendre ça, là. Mais moi, faut pas qu'on me touche à mon physique parce que ça me touche avec un doigt sur l'épaule, ça m'énerve. C'est comme si on rentrait dans mon univers. Puis je sais que c'est pas correct. Je sais que ça. Mais pourquoi c'est pas correct? Pierre, pourquoi ce serait pas correct? Elle est comme ça pour des raisons qu'elle pourrait découvrir. Mais est-ce que ça sent mal? Elle va nous l'expliquer. Oui. Un peu. Oui, je me sens mal avec ça parce que pour moi, me toucher, c'est comme toucher à moi en dedans. Puis je veux me protéger. J'ai une carapace, moi, puis je fais tout le temps. Fait que c'est comme une carapace que je me suis faite. Fait que je sais que j'ai ça, dans le fond, comme problème, là. Oui. Mais tranquillement, regardez, apprivoisez ce qui est en dedans de vous. OK? Travaillez pas trop, amusez-vous un peu plus avec vous-même. Puis sachez d'en rire. OK? Et on n'aime pas le sexe parce qu'on aime un conjoint. On aime le sexe parce qu'on aime le sexe et qu'on a de l'appétit pour ça. OK? Je ris toujours de moi. Je ris de n'importe quoi. Je suis une personne humaine de moi. Bye. Marie-Claude. Bonjour. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, c'est notre tribune libre du vendredi. C'est toutes vos préoccupations, ce qui vous chicote, ce qui vous fait mal. On en parle. 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Ça glisse aujourd'hui sur l'inconscient. Je suis content. C'est un peu de ça. Je voudrais vous parler. Non, le vendredi, ça ne glisse sur rien. OK, d'accord. C'est que j'ai glissé. J'ai glissé sur une définition que je trouvais absolument outrageante du racisme. Concocté par des intellos à la noix de l'UNESCO 2006. Et après ça, là, on est parti. Allez, Daniel, on vous écoute. Donc, moi, ce que je voulais vous parler, surtout vous demander, Dr Mayou, c'est que j'ai l'impression que les 2 dernières relations que j'ai eues amoureuses, je les ai auto-détruites de peur qu'il arrive la même chose qui est arrivée avec la relation qui venait avant. Ça se peut très bien. Parce que la dernière relation... Et la relation qui est venue avant, et la première relation signifiante de votre vie. J'ai parlé trop vite, j'aurais dû me taire. Vous lui mettez des mots en bouche, Pierre. Espèce! Janine est vengeresse. Je déclare en ce 19 janvier 2007 que Janine a un fond de vengeance en elle. Ah, c'est sûrement inconscient. C'est la première fois qu'elle m'attrape. Allez. Donc, c'est ça. La première relation, celle qui déboule de tout, c'est que j'ai eu une relation avec une fille qu'on peut appeler une control freak, là. Oui. Je terminais de travailler à 5 heures, c'est à 5h25, j'étais pas à la maison, c'est là. Non, c'est pas une contrôle freak, c'est une québécoise, comme il y en a beaucoup. OK, d'accord. Donc, on peut même pas appeler ça une contrôle freak. Oui. Pas toutes. Faut pas toutes les mettre dans la même sauce. Non. Mais, la majorité. Même pas, on le sait pas. Mais il y en a. Janine, faut être honnête. Il y en a, c'est ça. En masse. Bon, c'est une québécoise représentative d'une grosse cohorte. D'accord, voilà. Et puis, dès que, j'ai eu 2 autres relations après, et dès qu'il venait le moment, de faire des compromis ou qu'on parlait de peut-être s'installer ensemble ou des trucs de même, je sabordais. Automatiquement, je trouvais une façon de m'enfuir parce que je m'enfuyais j'avais un moment donné, je joue encore d'ailleurs dans 3 ligues de hockey de garage. Fait qu'à un moment donné, t'as le mercredi, t'as le jeudi soir, puis t'as le samedi soir où tu joues au hockey. Oui. Je
suis pas du genre de gars à dire viens me voir jouer au hockey. Je trouve ça tellement stupide, les filles qui vont voir leur chum jouer dans une ligue de garage. Exact. Ils n'ont pas d'affaire là. C'est une ligue de garage, là. Oh, c'est même pas sérieux, là. Puis, donc, tu sais, c'est une activité entre hommes. Les gonzesses sont pas d'affaire là. Ben, c'est ça, je trouve ça juste stupide. On dirait qu'il veut se montrer. Regarde, moi, c'est elle, là, la petite blonde dans les estrades, c'est la mienne. Je trouve ça complètement stupide. Non, c'est pas... Mais il y en a, ça les aide à performer, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, ils veulent l'impressionner. Mais, tu sais, on dirait que c'est très enfantin, oui. Je veux tout s'aborder pour pas... Et là, pourquoi je vous appelle aujourd'hui, c'est que là, je viens de rencontrer quelqu'un. Oui. Puis j'ai envie que ça marche. Tu sais, j'ai envie... Tu sais, je veux pas passer ma vie tout seul à faire juste des petites relations de 3, 4, 5, 6 mois, puis qu'après... Attendez, Daniel, vous avez quel âge? Moi, j'ai 33 ans. 33. Oui. Bon. J'ai envie que ça marche. Oui. Vous avez envie de quoi? Ben, j'ai envie, avec cette fille-là, de faire une relation. J'ai envie de développer quelque chose. Oui. Sans pour autant là, tomber dans ce que j'étais avant. C'est-à-dire Développer quelque chose comme quoi? Qu'est-ce que vous voulez développer? Ben... Vous avez un langage de gonzesse. Hey, moi, j'en reviens pas. Il reste encore quelques hommes au Québec? J'ai l'impression que tout le monde est une femme. Ça se peut. J'ai envie de développer quelque chose. Écoutez, une femme a le même discours que vous. OK. J'ai été élevé juste avec ma mère, donc c'est peut-être pour ça. Ben, écoutez, pauvre vous. C'est sûr que vous avez introjecté toutes les attitudes maternelles. Il n'y a pas d'homme. Okay. Vous vous exprimez comme une gonzesse. OK, d'accord. Puis vous avez raison de les fuir. OK. Avant de vous approcher d'une femme, oui. OK, essayez de devenir un homme. Après ça, vous vous approchez. Sinon, vous allez vous faire engouffrer. Vous allez vous faire bouffer tout rond, vous. Et comment je fais pour... Mais c'est ça, tu prends ça par où, Pierre? Parce qu'hier, on a eu seul. Vous avez 33 ans, oui. Ça prendra le temps que ça prendra d'essayer de devenir un homme. Puis quand vous serez devenu un homme légèrement adulte, ben là, vous essayerez de nouer des relations puis de vous rapprocher un peu. En attendant, c'est bien de valeur, chacun son appartement, chacun sa cour. Vous sentez-vous adulte? Daniel, ce que Pierre dit, là, ça vous... Ah oui, non, mais je me sens pas adulte. Ah non, écoutez, c'est pas, je le dis pas de façon méprisante, Daniel, vous le savez très bien. Non, mais je vous écoute depuis très longtemps. Ben oui. Je sais que c'est pas méprisant du tout, là. Non. Je m'attendais à quelque chose comme ça parce que j'ai été élevé sous les jupes de ma mère avec 3 sœurs, donc le masculin n'était pas très fort là-dedans. Là. C'est pas que le masculin n'était pas très fort. C'est que le masculin était mal vu et non bienvenu. OK. Tu sais, un milieu de femmes, c'est un milieu frustré. C'est un milieu qui en veut à la testostérone. La testostérone, ça vient des testicules. Alors, pas automatiquement, il bouffe la testicule. Pierre, pas automatiquement. Il y a beaucoup de mères seules qui vont respecter le fait qu'elles ont un petit garçon. Non. Écoute, une femme, 3 filles, puis un petit gars. Ça, c'est typique au Québec. Écoute, c'est exceptionnel que le petit garçon là va pouvoir exprimer un peu de masculin et être respecté dans ses désirs et ses intérêts masculins. C'est exceptionnel, Jeannine. C'est un environnement de femme, c'est sûr, mais oui. C'est des estrogènes, puis en plus, les estrogènes sont toxiques. Tu comprends? C'est toxique, des estrogènes. Mais c'est peut-être comme une petite fille dans une famille où il y a beaucoup de garçons. Puis on voyait ça avant. Ça dépend. Mais ça dépend. Ça dépend de la mère. Il est minoritaire. Non, c'est pas une question c'est pas une question de rapport de force. Ça dépend de la mère, carrément. Mais où était le père de Daniel? Est-ce que vous êtes orphelin, Daniel? Non, mon père était juste pas là. Juste parce qu'il vit. Quand ma mère elle a accouché de moi, quelques mois plus tard, il est parti. Vous êtes le dernier? Oui, je l'ai peut-être vu 3 fois dans ma vie, et sur 3 fois, il y a 2 fois qu'il était sous. Donc... Il a abandonné 4 enfants. Oui. Ouais. C'est quelque chose, là. Alors ça, c'est l'homo québécus. Et ma mère, elle s'est jamais refaite de conjoint. Ça aussi, il y en a une maudite gang de ces homo québécus-là. Avec 4, il était presque assuré qu'elle se referait jamais une vie. Hein? Elle s'est jamais refaite de conjoint, elle sortait même presque jamais. Daniel, toujours à la maison. Écoutez, une femme, 4 enfants, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de lui jeter la pierre, il s'agit de comprendre. Non, au contraire. Il s'agit de comprendre quelles conséquences ça a eu sur vous. Et la bonne femme, là, écoutez, pas d'homme dans sa vie, pas de vibrateur. Avec une charge, à un moment donné, une charge là, de 4 enfants quand aussi. avouez, là, vous tirez la graine, là, elle a juste envie de couper ça, d'envoyer ça à la poubelle. Hein. Bye, Daniel. Soyez prudent. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Jeannine Ross. Bon, donc, tribune libre du vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. Et on va tout de suite parler à, attendez un petit peu, Christine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Christine.
Moi, j'appelle parce que j'ai un problème avec la suppléante de mon fils. Oui. Il est en maternelle, il y a 5 ans. Avant les fêtes, tous les jours, il arrivait un événement. Une journée, il arrivait avec les pantalons déchirés au ciseau. Le lendemain, il arrivait avec des morsures partout sur son corps. Un autre jour, il arrivait avec le tympan tout rouge. On avait planté un crayon dans l'oreille. À chaque jour, c'était des petites choses comme ça. Moi, j'avais pris une rencontre avec elle. Puis, j'avais expliqué qu'est-ce qui se passait dans sa classe et tout ça. Puis, elle savait rien. Elle comprenait pas. Elle avait rien vu. Puis, j'ai demandé à mon fils pourquoi qu'elle n'aurait rien vu. Le matin, elle leur donne toutes des feuilles qui dessinent. Puis, elle s'assied à son bureau, puis elle lit toute la journée. Puis, avec des petits-enfants de 5 ans. Oh, qui bougent, c'est une de 5 ans. Je pense 24, là. Pardon? Elle en a 24. Puis, il dessine toute la journée. Puis, après des fêtes, mon fils, on a commencé à dire à mon fils, Attendez un peu, Christine. Dans quel coin, ça? 24? C'est à Saint-Henri. Saint-Henri, là, dans un coin de pauvre à Montréal? Oui. C'est la façon dont on vous traite, Christine. Oui, mais... C'est le mépris le plus total. Écoutez, une femme pour 24 enfants de 5 ans, c'est débile. C'est aussi clair que ça. Tu dis, on pourrait stimuler, on pourrait aider, puis tout ça. Non. Le ratio est débile. C'est qu'on ne demande pas, c'est inhumain de demander à une femme de s'occuper de 24 enfants de 5 ans pendant une journée. C'est débile. Alors, écoutez, que je voulais que je vous dise. Ils n'ont pas plus de ressources? Je sais pas. Ça a l'air que non, parce que, regarde, moi aussi, 24, je trouve que c'est beaucoup, là. Puis, regarde, c'est pas beaucoup. C'est débile de demander à une femme de passer 8 heures avec 24 enfants de 5 ans. C'est aussi simple que ça. Ça se fait pas. Il n'y a aucun contrôle. Il y a des cours de cuisine. Tu sais, vous êtes dans la brousse, je comprends que c'est Saint-Henri, là, mais vous voyez comment Saint-Henri est traité. Vous faites bien de le dénoncer en ondes. Écoutez, votre commission scolaire, envoyez un petit mot commission scolaire, puis interrogez-les sur leur propre quotient intellectuel, là. Puis elle sait qu'elle n'a aucun contrôle. Comme je disais, il y a des cours de cuisine. Non, elle peut pas non plus. Vous pouvez pas. Elle se pogne la tête à 2 mains, puis elle les regarde debout. C'est ça, elle les laisse faire. Oui, elle les laisse faire carrément. Au lieu de les engueuler. Dans le fond, elle prend... Comme on l'équipe pas, puis comme on lui donne... Bon, comme elle a une classe trop nombreuse, c'est ça, là. Elle prend le parti de rien faire. Oui, au moins, elle les bat pas, sauf qu'ils se déchiquettent entre eux. Oui, mais c'est ça, c'est pas qu'elle les bat pas, mais c'est ça mon problème. Regarde, comme après les fêtes, là, j'ai dit à mon fils, regarde, si tu te fais mort, puis tout ça, va lui dire, explique-lui qu'elle fasse quelque chose. Puis, à tous les jours, comme je disais, il y avait un petit problème. Puis quand il a commencé à aller lui dire, regarde, tel ami me fait mal, elle disait... Non, regardez, là, vous allez arrêter le langage innocent, par exemple. Le langage gnagna, vous allez arrêter ça, là. Vous allez arrêter de considérer tout le monde comme étant des amis. Quelqu'un qui mord votre enfant, c'est pas son ami, là. Oui, mais non, faites attention à votre langage. OK, on va se déniaiser collectivement. On est-tu d'accord? Oui, OK. Alors, un morveux qui mord votre enfant, c'est pas un ami. C'est un morveux. Non, mais je peux alors là, il va falloir commencer. Non, allez pas dire que c'est un ami qui... un ami t'a mordu. Quelqu'un qui t'a mord, c'est pas un ami, c'est un ennemi. OK. Hey, là, le langage, là. Non. Bon, fait que quand il a commencé à le dire... Vous savez, le matriarcat a ses effets pervers. Et ça en est un. De considérer la société comme une vaste garderie à ciel ouvert et infantilisante comme ça se peut pas. Et ça commence là, Christine. Mais ça, quand vous alors, dans votre tantôt, peut-être mal faite, là, ça, c'est une mauvaise perception qui commence très tôt. Exactement. Tout le monde est mon ami, non? Mais voyons, quelqu'un le mord et dit maudit un coup de marteau, c'est ton ami t'a frappé. Hey, un ami, ça frappe pas. Oui, c'est vrai. Alors, l'éducation, madame, là, vous allez vous enlever les doigts dans le nez puis vous allez commencer à en faire. Et deuxièmement, une femme pour s'occuper de 24 enfants, là, de 5 ans, c'est insensé. Alors, vous allez devoir garder votre enfant chez vous. C'est ça que j'ai fait, là. Il n'a pas été de la chimie, puis il ne retourne pas tant que le professeur ne revient pas. Je sais. Vous n'avez pas le choix. Vous m'avez devancé. Mais vous n'avez pas le choix, madame. Tandis que j'ai bien fait. Mais là, l'enseignante régulière, elle va en avoir 24 aussi, elle va t'offrir quoi? 3 semaines? Avant de retourner en burn-out? Non, l'enseignante régulière, elle été opérée au genou. Puis elle a pris un congé maladie, mais elle est super. Regarde, mon autre fils, il l'a eu, puis j'ai jamais eu aucun problème. Elle a le tour. Elle, avec 24, elle n'a pas de problème. J'ai jamais eu aucun problème, même avec mon autre fils. Ça n'a aucun sens. Ah, écoutez, 24... Non, elle t'offre pas. Vous allez voir. Vous saurez me le dire. C'est impossible.
24 enfants de 5 ans, il n'y a pas une femme qui peut s'occuper de ça. Elle peut peut-être bien le faire, mais c'est à ses détriments. Oubliez ça. Ben, elle est spéciale aussi, parce que, regarde, elle a des méthodes, là, pour chicaner un enfant, elle va l'asseoir dans le milieu, là, des autres enfants, sur une chaise qu'elle appelle chaise de baboune, puis elle va leur dire de babouner, là, toute l'avant-midi, puis les autres le regardent. Ça, c'est le professeur régulier ou la remplaçante? C'est une remplaçante. Celle qui fait ça, là? Oui. Celle qui installe au milieu. Oui, elle a des méthodes spéciales. Là, mais c'est l'humiliation collective. Ben, carrément, là. C'est carrément ça. Puis alors, est-ce qu'il y a un comité de parents dans ce... Non, il n'y en a pas, mais moi, je veux faire une plainte à commission scolaire. Oui, allez-y, puis rondement pour ça. Écoutez, ça n'a aucun sens, là. Moi, je veux bien qu'on méprise les pauvres, mais il y a quand même des limites, là. Ouais. Leur donner une enseignante pour 24 gamins, là, de 5 ans, il faut le faire. Ils appellent ça une commission scolaire. Ouais. Il veut plus y aller du tout. La nuit, en pleure. Il se réveille en oh, regardez le gamin à la maison. Non. Il s'est fait massacrer, le petit pire. Non, c'est la future. Là, écoutez, il est en train de se faire dresser à être un futur du bois de Saint-Henri, là. Ouais. Allez, bye, Christine. OK, merci. Bye. Il faut avoir les yeux ouverts, puis être allumé. Ça se peut pas. On parle à Joanne. Une enseignante, une femme avec 24 enfants de 5 ans. Elle est suppléante, ça veut même pas dire qu'elle a une formation spécifique pour enseigner en maternelle. Puis ça demande des qualités. Elle peut être très bonne en 6e année, par exemple. La régulière t'offre pas. Pas avec 24 enfants. C'est du stock. C'est du stock. Oui, c'est insensé. C'est nono. On parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Bonjour, Joanne. Moi, j'appelle parce que j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Oui. Puis j'ai de la misère à la mettre propre. Mais elle a passé 2 citrographies. Je me demande si ça ne serait pas causé à cause de ça. Et en quelle année qu'elle a passé des cystographies? Parce qu'elle a un reflux à la vessie, un grade 2. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-le, Joanne, quelle est votre compréhension du... D'abord, qu'est-ce que c'est une cystographie, puis qu'est-ce que c'est un reflux grade 2? C'est un problème à la vessie. C'est comme une petite fuite à la vessie. Ouais, une cystographie, ça, c'est un petit tube qu'on entre. Oui, c'est ça. C'est un petit tube qu'on entre pour aller voir dans la vessie qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Bon, elle a eu ça. Oui, ensuite, elle a eu ça. Là, ils ont découvert que ça refluait. Au lieu de sortir à l'extérieur, ça remontait d'un petit tube vers les reins. Oui, exactement. Bon. Alors, elle a un petit reflux. Oui. Si ce serait pas pour ça que j'aurais de la misère à la mettre propre. Ben oui. Avez-vous demandé au médecin? Oui, mais c'était plutôt vague comme réponse. Non, mais attendez un peu. Propre de sel ou elle échappe ses urines? Non, elle échappe pas ses urines. Ça brûlait. Ça brûlait quand elle urine. Mais quand vous dites propre de quoi? Elle est sur la toilette, faire son pipi sur les toilettes. Oui, puis ses selles, elle les fait où? Elle les fait dans sa couche aussi. OK. Elle n'est pas propre ni des... Non. Oh! L'autre, ouais. Oh. Elle a 4 ans et demi, puis l'école commence en septembre. Ouais. Ça m'inquiète un petit peu. Ben là, oui. En avez-vous parlé à la pédiatre? Oui. Ben, il dit de l'encourager. C'est qu'est-ce qu'on fait, là, mais je veux pas mettre trop de pression non plus. Est-ce qu'elle est normale, cet enfant-là, d'après vous? Ah oui. Elle est très, très intelligente. Moi? Oui. Au niveau du langage? Ah, elle appelle bien. Et comment elle exprime ça? Comment elle explique ça qu'elle va pas, qu'elle fait ses selles dans sa couche? Elle dit que ça va trop vite. Ça va trop vite. Elle n'a pas de contrôle de son sphincter? Ça se peut-tu un colon irritable, Pierre, à 4 ans et demi? Ça serait exceptionnel, ça. Tu serais-tu mieux de consulter un psychologue? C'est le pédiatre. Parce que les cytographies, c'était très difficile. Ils l'ont attaché. Oh. Ça lui a fait mal? Ils l'attachent, puis c'était très dur. Avec des enfants, Pierre, c'est rough. À quel âge qu'elle a eu les cystographies? Elle en a eu combien? Elle en a eu 2. 2 fois? Elle en a eu une au mois de mai l'année passée, à Sainte-Justine. Puis là, pour y retourner au mois de mai qui s'en vient. Puis ça va être la même chose, j'imagine. Il la gèle pas un petit peu à part ça? Non, ils l'ont pas Rien du tout. Non. Racontez-nous l'attachage, là. Racontez les grandes méthodes d'investigation des enfants au Québec. Alors, allez-y. Et ils l'ont attaché pour qu'elle reste sur place, parce que c'est quand même assez haut, ça. Comment ils l'ont attaché? Décrivez comment ils l'ont attaché. Ça avait l'air de quoi? Avec des straps à velcro. Oui. Du haut du corps jusqu'aux cuisses environ. Oui. Les mains, les jambes? Oui, les mains et les jambes. Puis le corps aussi? Oui. Puis elle a réagi comment lorsqu'elle était attachée? Elle pleurait, elle criait. Étiez-vous là? Ben oui, puis à un moment donné, ils nous ont demandé de sortir. J'ai dit non, je sors pas. En plus, il fallait que la mère sorte.
Oui, mais j'ai pas voulu. Oh, et ça, c'est le Grand Sainte-Justine auquel était convié, là, toute une série de cravatés, là. On a vu ça à TV, là. C'était plein de monsieur bien et de madame bien qui sont allés pour le gros cette semaine, là. Il y a eu un gros reportage sur Sainte-Justine. Et là, vous nous dites qu'on prend une petite puce de 4 ans et demi puis on l'attache. Puis là, elle hurle, puis là, on y rentre un tube dans la vessie. Oui. C'est ça que vous nous dites? Oui, c'est ça que je vous dis. Bon, la prochaine fois, là, pas de bracelet, pas d'attachage. Ils donneront une petite médication pour la rendre un petit peu somnolente, puis ils procéderont à leur examen. Alors, vous leur dites que Sainte-Justine, comme ailleurs, va falloir qu'ils deviennent un peu plus civilisés. Correct? OK. Hein? Ça vous convient? Oui. Il n'est plus question qu'ils attachent votre petite puce. Parce que là, on va la traumatiser pour vrai, là. Oui, je pense que hein? oui. Un grand hôpital, écoute, c'est le plus meilleur hôpital au monde. Fait que là, on va leur dire comment procéder avec les tout-petits, là. Oh, je vous remercie beaucoup. Ben, Joanne. Est-ce que ça pourrait être un point de départ? Ben, là, Janine, je sais pas. Parce que quand je suis sortie de là, j'étais agressif puis je pleurais parce que c'était trop difficile. D'avoir son enfant comme ça. Ben oui. En plus d'avoir un enfant incontinent, ils vont en traumatiser en plus. Hey, ça n'aura pas de fin, là. OK? Il va falloir passer le même examen au mois de mai. Ouais, alors vous les prévenez d'avance, vous dites, écoutez, là, ma petite gang, là, vous allez y trouver une petite médication pour la rendre tranquille, là, pour la rendre un petit peu somnolente, puis vous ferez vos petits examens. OK? D'accord, merci. Bye. Au revoir. Au revoir, Joanne. La mère est aussi traumatisée, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Mais quand t'es pas reçu, ton opinion est pas prise en compte. Bon, OK. Le plus meilleur hôpital au monde. Hey, moi, quand on nous sort les plus meilleurs, là, je suis rendu que je suis plus capable. Je deviens suspicieux. Ça dépend tout le temps des équipes qu'on frappe, Pierre. Des fois, l'hôpital a un bon, en tout cas. Hey, on va passer aux nouvelles. Attacher une petite puce pour y rentrer le tube dans la vessie. Hey, ça se peut-tu? Venez visiter le Salon international. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle maintenant à Marc-André. Bonjour Marc-André. Bonjour Mme Ross, bonjour Dr Mayou. Oui, bonjour Marc-André. Moi, c'est la deuxième intervenante. Elle a fait un commentaire qui m'a fait un peu sourciller. C'est-à-dire, quand elle a dit « mon gars, c'est toute ma vie », vous avez dit « m'amener, ça va le faire suer ». Mais moi, en fait, ma mère a dit carrément ça elle m'a dit carrément ça pendant toute sa vie. Merci d'appeler Marc-André. C'est vraiment problématique, cette histoire-là de bonne femme, là. Il va falloir en ramener quelques-unes à l'ordre, là. Ouais, faut dire que moi, ma mère a dû abandonner sa carrière parce que je suis né avec ce qu'on appelle un bec de lièvre, là. Puis j'ai dû être traité pendant des années à Sainte-Justine, là, des rendez-vous, des opérations, l'orthophonie, etc., etc. Mm-hmm. Oui. Elle s'est beaucoup occupée de vous. Oui, elle s'est énormément occupée de moi, surtout de 0 à 5 ans, puis c'est ça, elle a toujours voulu le meilleur pour moi. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je vois pas vraiment c'est quoi le problème, parce que là, j'ai une blonde stable, je suis à l'université, je suis à la liste doyen, puis même, je m'en vais la session prochaine compléter mon bac en Europe, là. Oui. Fait que c'est ça, j'aimerais savoir, c'est quoi vous voulez parler de tout ça quand vous parlez, ça va le faire tuer, c'est sûr, moi, ça m'a tapé un peu, là. C'est nerfs, surtout quand je suis arrivé vers 17-18 ans, là, le début cégep. Ça, j'ai commencé à vouloir un petit peu m'émanciper, puis elle a recommencé à dire, t'es rendu autonome, donc j'ai plus dans le fond de but d'envie. Puis elle a comme fait une dépression, puis il y a eu des problèmes de santé. En fait, c'était pas une dépression, mais plus... Oui, elle a fait une dépression, elle a déprimé. Le mot est juste. Ouais, c'est des problèmes de santé. Oui, elle a déprimé parce que là, elle avait plus de but. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, elle a été atteinte fibromyalgie. T'en plein ça. Là, elle est tombée malade. Ouais, c'est ça. C'est dur à porter, ça, pour un enfant? Alors, Marc-André, vous répondez très bien à votre question. Continuez. OK. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais, je suis d'accord, ça n'a pas de maudit bon sens, mais... Elle a surinvesti, là, votre maladie, alors que, écoute, elle pouvait s'occuper de vous, puis elle aurait pu travailler, puis écoute... elle travaillait à temps partiel, là. Bon, garde donc ça. Elle travaillait à temps partiel, ce qui est excellent. Oui, puis mon père, faut dire, mon père gagne un excellent salaire, puis... Ah bon! Non, mais Pierre et Marc-André, premier degré, là, on écoute ça, puis on dit, pour une fois qu'une mère s'occupe de son enfant, elle sacrifie une carrière, elle travaille à temps partiel, elle est là, elle accompagne. Non, mais Pierre, c'est vrai, c'est parce que c'est plus loin que ça, là, probablement. C'est allé plus loin que ça. Elle a été une bonne mère. Elle a utilisé votre maladie. Elle vous a fait porter le fardeau d'une partie de son incompétence. Et ça, c'est pas correct.
Ça, c'est vraiment pas correct. C'est pas chic. Puis là, lorsque vous avez pris une distance, ben là, elle s'est pété une dépression. Tu sais, votre mère, c'est pas une grosse tête, là. C'est pas une femme équilibrée, ça, là. Ben, ça fait longtemps que je le sais, là. Ben, alors, c'est vrai, elle a fait une fibromyalgie quand elle avait 20 ans aussi. Fait que, Elle a utilisé votre maladie, puis elle vous a chargé les épaules. C'est pas tellement fin de sa part. OK. Étiez-vous fils unique? Oui, je suis enfant unique, oui. Oui. Puis là, vous a fait coller que vous étiez son petit amour, son grand amour. Puis, écoute, l'objectif de sa vie. Puis, tu sais, le langage gna-gna de la bonne québécoise, là. Oh, oui, c'est ça. C'est carrément ça. Ben, Marc-André, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Soyez prudent avec ce genre de bonne femme-là, Marc-André. OK. Et là, quelle est votre relation actuelle avec elle, là? Ah, ben, présentement, je reste encore chez eux parce que pour une question monétaire, là. Oui. Mais je me distance progressivement. Là, je leur ai carrément dit que dans 1 an et demi, dans le fond, je vais quitter le Québec probablement. Oui. Pour aller soit travailler au gouvernement fédéral ou... Marc-André, avant de quitter le Québec, essayez de grandir. Ne quittez pas pour grandir. Grandissez avant de quitter. Mm-hmm. Un petit conseil que je vous donne en passant. Puis le rôle du père, parce que Marc-André dit, quand je leur ai dit à eux, dans le fond, aux deux, comment votre père réagit à ça, l'éventualité que d'ici 1 an et demi, vous partiez? Ah, mon père réagit très bien. Il dit, on va aller te visiter, il n'y a aucun problème là-dessus. Marc-André, Pardon? Est-il possible que ça faisait son affaire lorsque votre mère surinvestissait sa petite relation avec vous? C'est-à-dire, pouvez-vous donner des pistes de réflexion supplémentaires? Vous êtes élevé, Pierre Mailloux. Est-ce qu'il est possible que votre père, ça faisait un peu son affaire lorsqu'elle s'occupait abondamment de votre petit vous? Pour pouvoir faire autre chose? Oui, possiblement. Ah, c'est sûr que mon père, il était parti une grande partie de mon enfance parce qu'il voyageait beaucoup, là. Il était bien content. Il laissait faire ça. Lui, là, le coquin. Ouais, mais il a tout le temps été présent aussi. Oui, il était présent. Il voyageait beaucoup, mais il était présent. Mais quand il était pas là, c'était le petit Marc-André qui prenait la place. Il aimait beaucoup mieux ça qu'elle commence à flirter les autres hommes. Alors, elle flirtait le petit Marc-André, ça restait à la maison, c'était intrafamilial et vogue la galère. Il n'y avait pas trop à s'inquiéter, lui, là. Il avait son petit bodyguard. Il avait son petit bodyguard. Non, mais Pierre, ça, sous cet angle-là, c'est pas souvent ressorti, là. Là, vous faites... Ça faisait l'affaire du père aussi. Quelle complicité. Il y avait son surveillant à la maison. Exactement. Elle serait pas allée courir, mettons. Non, pas d'aller. Non, elle s'occupait d'un enfant. C'est ça. De toute façon, je pense pas que c'est le style de ma mère d'aller courailler non plus. Non, c'est pas le style de votre mère. C'est plutôt asexué. Pardon? C'est plutôt asexué, là. Ben oui, elle se contente de flirter son petit Marc-André. Pensez-vous qu'elle va aller flirter avec un homme qui est un membre viril? Jamais de la vie. Non, mais moi, présentement, je suis en relation avec une fille qui étudie dans le même domaine que moi. Elle essaie pas de me contrôler. Faut dire, j'ai un caractère assez fort. Marc-André, s'il vous plaît. Quoi? Petit prétentieux, là. Non, caractère assez fort, on s'en parlera quand vous aurez 40 ans, OK? OK. En attendant, un peu de modestie. Continuez. OK. Puis ça va bien. En tant que tel, on n'a aucun problème. Puis elle m'a demandé d'aller en appartement avec elle. J'ai refusé à plusieurs reprises. 2 reprises, non? Elle est têteuse, hein? Elle tête pas mal fort, là. Mm-hmm. Mais par contre, là, je vais la quitter pour 5 mois de temps pour aller faire une session d'échange étudiant en Europe. Puis elle va venir, c'est sûr qu'elle va venir me rejoindre là-bas pour visiter. C'est un cadeau de fin de bac pour elle aussi. Puis après ça, mais en tant que tel, moi, je vois pas vraiment qu'il y ait de problème dans ma relation de couple. Je trouve que c'est très égalitaire. Marc-André, s'il vous plaît. Hey, Marc-André, vous avez 22 ans, là. Oui. On n'est plus à maternelle. Ma relation de couple, qu'est-ce que c'est ça? Dans notre relation de couple, moi... Hey, jeune homme! Ai-je bien compris, vous fréquentez une gonzesse, vous ne faites pas vie commune? Non. Là, Marc-André... ça fait 3 ans. Hey, vous êtes un universitaire, là. Oui. Ce que vous avez entre les 2 oreilles, il faut que ça paraisse un peu. Oui, mais ça fait 3 ans. Hey, un homme, ça s'exprime, ça réfléchit avant de parler. C'est une longue relation quand même avec elle, là. Non, relation de couple. Hey, les nerfs, là.
Ah, ben on est tout le temps ensemble, on étudie dans la même université. Non, relation de couple, là, c'est pas ça une relation de couple. Vous vivez chez vos parents, mon ami. Ouais, c'est vous qui l'avez dit. Elle aussi. Bon, puis elle aussi. Oui. Ah, s'il vous plaît. C'est votre copine. OK? Oui. Alors, vous fréquentez. OK. Bon, je fréquente avec elle. Hey, relation de couple. Pouf! OK, ben, je considérais ça comme une relation de couple, mais OK, Marc-André, je la fréquente. à 22 ans, voyez votre réalité comme elle est. Bon. OK? Ben, et ça, c'est très féminin de voir, tu sais, conte de fées. Non, la vie, il y a des réalités, on les voit. On fait des communes, on fréquente. C'est pas pareil, mon homme. Quand vous allez le faire, là, vous allez voir qu'il y a une grosse différence, Marc-André. OK? Faites attention à ce que vous dites. Comme moi... il faut que ça paraisse que vous soyez intelligent. Ça paraisse dans votre réflexion, dans votre façon... non seulement d'articuler votre pensée, mais de voir, de percevoir la réalité. OK. L'intelligence qui ne sert pas, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ah, ça sert à rien, c'est ça. Tu sais, ma relation de couple, allô? Une chance qu'on est un peu allumé. Tu sais, vous nous feriez croire n'importe quoi. Bon, on serait là comme une gang de bozos, puis on vous écoute. Par exemple, est-ce que vous auriez tendance à dire que si j'aménage avec ma copine, par exemple, quand on va décider d'avoir tous les deux un emploi, notamment peut-être dans la région d'Ottawa, est-ce que vous auriez tendance à dire que ma copine pourrait reprendre un peu le rôle maternel de ma mère? Marc-André, je n'ai aucune espèce d'idée de ce qui va se passer lorsque vous allez faire vie commune, mais je peux vous dire ceci, ça va être très différent de votre relation actuelle. OK. C'est beau. OK. Pas besoin d'être devin et de faire un grand cours universitaire là, pour affirmer ça. Bye Marc-André, soyez prudent. Et utilisez ce que la nature vous a donné. Gagnez du. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Ça, c'est ce qui s'appelle Pierre sonner des cloches. C'est important, Janine. Sonner des cloches. Et on parlait de formation. C'est sûr que les écoles, normalement, devraient être des espaces formateurs. Mais pour être formateur, ça prend un enseignant qui a une formation, qui a une pensée, un psychisme bien formé. Quel est le pourcentage d'enseignants qui ont un psychisme bien formé? Je le connais pas. Mais quand on va étudier ça, on va tomber sur notre derrière, Janine, je te préviens. Les professeurs qui sont capables de discuter, de réfléchir, puis qui le font avec leurs étudiants, puis qui encouragent leurs étudiants à réfléchir, à aligner deux idées, une après l'autre, puis à écouter les mots qui sortent de leur bouche. Il y en a des professeurs comme ça, et ils font un bien immense. C'est vrai, un vrai professeur, il remet l'élève face à lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comme vous le faites. Il y en a, mais dans quelle proportion? Quel pourcentage? C'est ça. Il y en a quel pourcentage? Le grand reproche qu'on fait au système d'éducation, c'est de bourrer le crâne. Bourrer le crâne sans faire de lien et sans réfléchir entre les notions que tu viens de prendre. C'est ça le grand reproche. L'ABC de la réflexion. Qui a déjà parlé, qui a déjà enseigné l'ABC de la réflexion? Personne. Ben, les Grecs le faisaient. Ils discouraient, puis ils argumentaient, puis dans certaines cultures, c'est normal. Est-ce qu'il y a un enseignant qui peut appeler cet après-midi puis qui va nous dire, voici, nous enseignons l'ABC de la réflexion? Ça devrait être dans tous les cours, en fait, Pierre. Parce que tu devrais réfléchir à tout ce qui est nouveau qui entre dans ta tête. C'est quoi réfléchir? On procède comment? On éduque les enfants comment? En vue d'utiliser ce qu'ils ont entre les deux oreilles? Ouais. Ça devrait être le but ultime, remarqué. Alors, on parle à Roger tout de suite, parce qu'on n'aura pas le temps de parler à tout le monde. Bonjour, Roger. Oui. Bonjour. Bonjour, Roger. Bonjour. Moi, j'ai un fils de 6 ans. Oui. Qui est bien gros amouraché de son papa. Moi, je sais pas trop si c'est bon ou pas bon, mais moi, je pense que c'est pas vraiment bon, là. Moi, j'aimerais mieux qu'il serait plus proche de sa mère que moi. Ouais. Mais... je sais pas si... En tout cas, je vais vous dire ça bien vite, là. Moi, c'est un enfant qui a été adopté. On l'a adopté, moi, de ma conjointe, là. À quel âge? À 3 mois et demi. Oui. Il avait 3 mois et demi, c'est un Québécois. C'était l'enfant des amis qu'on avait. Oui. Puis que j'ai décidé d'en prendre soin s'il arrivait quelque chose. Puis il est arrivé quelque chose, puis on en prend soin. Fait que, lui, j'ai décidé d'idée qu'il était adopté. Au lieu d'attendre qu'il aille à l'adolescence, qu'il apprenne soit de ses sœurs ou je ne sais pas, là. J'ai décidé de lui dire
Qu'il était adopté. Ouais. Moi, j'ai décidé d'être franc en partant. Ouais. Moi, j'ai décidé. Alors, si je comprends bien, chez vous, c'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. Ben, pas mal, là, mais... Ouais, c'est pas mal ça, là. Alors, le gamin est pas fou, tu sais, il va vers le décideur. OK. Mais c'est normal qu'il me colle de même, puis... Qu'est-ce que je viens de vous dire? Le fils, l'enfant, va vers l'individu dominant. OK. Mais... Écoutez, vous le dites clairement. Moi, j'ai décidé de lui dire qu'il était adopté. Oui, parce que moi, comment je veux pas avoir de cachette avec mes enfants. L'enfant, il perd pas de temps. Il perd pas de temps à les niaiser avec un enfant. Il discute avec le boss. C'est vous qui êtes le boss chez vous? Ouais, mais on discute ensemble pareil, là. Oui, mais le boss, c'est vous. Ouais. Celui qui prend la décision, c'est vous. Alors, le petit Flo, lui, il a grandi là-dedans, là. Tu sais? Okay. Il est rendu à 6 ans. Il sait qui est le boss. Il niaise pas avec les employés. Il s'en va voir le boss. OK. Bye, Roger. OK. Bonne réflexion. OK. Bye. C'est peut-être le rôle de la mère, par exemple, qui passe dans le beurre. Tu sais, bon, je dénonce le matriarcat. Mais le patriarcat, c'est aussi pire n'importe quand. C'est beaucoup moins répandu au Québec. Mais quand ça existe dans l'unité familiale, c'est catastrophique. Tu vois, là? Dans ce cas-là, mais c'est parce que ça sape le rôle de la mère. Comme dans l'autre cas, ça sape le rôle du père. Là, c'est rien. Comme qui dirait, il est fourré avec son patriarcat. Il sait pas quoi faire, là. Ça commence à être achalant, le petit gars de 6 ans dans ses pattes. Il dit, ça marche pas, là. Il dit, là, vous rachetez de moi. Mais, hey, il récolte ce que se met, le pauvre type. Parce que d'une certaine façon, c'est comme un discrédit sur la conjointe, là. Il n'arrive pas à faire en sorte que l'enfant se sente protégé par elle. Moi qui décide, moi qui mène. Bon. Est-ce qu'on... Oui, on a-tu le temps? Oui, non, on a juste une... Bon, ben, Pierre, il y a quelque chose ici qui va un petit peu dans le sens, juste avant de passer aux nouvelles, plutôt que de couper quelqu'un en plein milieu d'intervention. Oui. Ce matin, il y avait, on disait... des jeunes qui fument, des gens qui fument, le tabagisme. La même étude a révélé que le tabagisme était aussi associé à un niveau élevé d'anxiété, à une forte consommation d'alcool et des troubles psychotiques. Les gens vont fumer parce qu'ils ont des taux... Ceux qui sont anxieux fument plus. Bon, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'il disait en plus? Le tabagisme est utilisé un peu à la façon d'un médicament pour favoriser la relaxation et diminuer le stress. Certains le prennent comme ça. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pas le tabac. Écoute, je fais la même chose avec mes chevaux. C'est le fait de jouer avec les lèvres. Alors, prenez des suçons. OK? Au lieu de prendre du tabac, là, ceux qui mangent de la gomme ou qui sucent, ça les relaxe. Parce que le mouvement des mâchoires et la caresse des lèvres. Alors, regardez les gens fumer. La façon dont ils prennent le top avec les lèvres. C'est comme prendre une tétée. Bon. Quand est-ce qu'on va observer le comportement humain? Mais c'est ça. Et moi, ça descend le niveau d'anxiété. Pour calmer un cheval, là, on lui donne des petits morceaux de carottes ou un petit peu d'avoine et ça le relaxe, ça le détend, puis il baisse l'encolure. Ou bien on lui joue un peu après les babines, après les lèvres. Ben c'est ça. Ben, la conclusion de l'histoire, Pierre, c'est ça, c'est justement calmer l'anxiété, gérer le stress, ça va aider quelqu'un à cesser de fumer. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et on poursuit la tribune téléphonique en compagnie de Marie. Je vais juste redonner les numéros de téléphone, Marie, si vous me permettez. 790-0224, 1-800-667-5241. Bonjour à vous. Bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Madame Ross. Bonjour. Bonjour, Madame. Je peux vous placer en situation. Je suis mariée. J'ai 74 ans. Oui. Mon mari, 75. Oui. J'ai 3 enfants. 2 filles, un garçon. Oui. Et le problème est avec ma plus vieille, qui a 43 ans. Oui. La deuxième a 40. Et le dernier a 37. Oui. Ma plus vieille, elle est distante. Très distante. Moi, je trouve que c'est pas normal. Vu ma situation, mon mari a fait un ACV, ça fait 10 ans, et elle a été 5 mois sans téléphoner, sans venir nous voir. Vous savez, il n'y avait rien. Tout de suite après l'ACV? Non. Plus longtemps après ça, là. Beaucoup plus longtemps après ça.
Et là, je suis en train de me questionner. Je remonte. Là. Je fais comme vous, Dr. Mailloux. Là. Vous savez, des fois, vous dites, là, faut remonter. Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Fait que là, je remonte. Si on veut comprendre, il faut remonter. Oui, allez-y. Bon, justement. Oui. Parce qu'à son adolescence, elle avait à peu près, moi, je dirais 15-16 ans. Mm-hmm. Donc, je peux me souvenir, là. Oui. Elle se faisait vomir. Oui, oui. Et elle montait l'escalier, elle descendait l'escalier, montait. Et nous autres, comme parents, moi et mon mari, peut-être pas brillants plus qu'il fallait, là, peut-être, en tout cas, vous allez me dire si je suis correct ou je suis pas correct, là. On se disait, elle veut rester maigre. Oui, c'est ça. On ne parlait pas de ça. Il y a 30 ans, là, 36 ans, on ne parlait pas de ça, probablement. On en parlait. C'est parce que c'était pas répandu comme aujourd'hui. C'était pas connu comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a pas plus, mais on en parle beaucoup plus. Oui. Bon, là, est-ce qu'il y avait vraiment un problème? Ben, elle avait un trouble d'alimentation, c'est bien sûr. Elle avait de la difficulté avec l'alimentation. Je ne fais pas un diagnostic à la radio, là. Non. Mais c'est bien évident qu'une jeune fille de 15-16 ans qui se fait vomir et qui monte, qui descend les escaliers pour maigrir. Bon, écoute, elle avait de la difficulté avec son alimentation ou avec l'image qu'elle avait d'elle-même ou sa perception de son corps. Est-ce qu'elle vous disait qu'elle se trouvait grosse? Est-ce que vous parlez de ça? Non, jamais. Non, elle gardait ça pour elle-même, oui. Mais moi, aujourd'hui, vu son comportement de distance, on dirait que j'essaye de relier ça à ça. Ben oui, ça se peut qu'il y ait un lien. Mais, oui. Mais voyez-vous, même s'il y a un lien, vous dites c'est pas normal. OK. Présumons que c'est pas normal. On fait quoi avec ça? C'est justement ce que je sais pas. On fait quoi? Que je garde mes distances moi-même? Non. Soyez invitante. Parce que quand... Si vous avez été une bonne mère, je dis bien, si vous avez été une mère raisonnable avec votre fille, vous continuez, de temps en temps, vous pouvez lui donner un petit coup de téléphone. Lorsque c'est son anniversaire, on peut lui envoyer une petite carte. On lui fait un petit cadeau quand même à Noël. Tu sais. Ouvrir des ponts. Si vous avez été une bonne mère. Ben, je crois qu'on a été des bons parents parce qu'on les a jamais brimés, nos enfants. Non, ça se peut que vous ayez été des bons parents. C'est pas évident, là, de s'auto-évaluer là-dessus, mais ça se peut. Présumons, si vous avez été des bons parents, si vous avez été, et que votre fille devient distante, ne devenez pas distante en réaction à sa distance. Parce que c'est Faites-en fi. Et c'est la plus belle occasion de pardonner. La seule place où le pardon pourrait avoir une certaine légitimité, c'est dans le tableau que vous nous décrivez. Une bonne mère a une fille qui devient plus distante. Alors, pardonner, ça veut dire faire comme si rien n'était arrivé. Ah bon? Et non pas chercher à se venger. Parce qu'on dirait que moi, j'essaie toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a. Vous avez vu sa distance. Et je sens qu'elle est aux aguets. C'est comme si elle voudrait pas, c'est comme si elle aurait quelque chose de caché et qu'elle n'est pas capable de sortir. Oui, ou qu'elle ne veut pas sortir, ou pas avec vous. Fait qu'il ne faut pas mettre de pression alors, à ce moment-là. On respecte ça. Ah bon? On respecte ça, puis on pardonne. On fait comme si rien n'était arrivé. Bon, j'avais les paroles de mon garçon en bouche. Madame, exactement. À l'occasion, il m'arrive de faire preuve d'une certaine sagesse. Ouais. Bonjour Marie. Merci beaucoup. Ça ne m'a pas il a fallu Marie pour que Pierre parle de pardon. Bon. Janine. J'ai juste à faire comme si de rien n'était, puis de continuer. Oui, n'adoptez pas une attitude revancharde si vous avez été des bons parents. OK? C'est ça. Bye. Bon, merci. Merci. Bonjour, Marie. Bonjour. Janine, parce qu'elle ne sait pas pourquoi. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait aucune place pour le pardon. C'est vrai. C'est que le pardon est devenu une panacée écœurante pour camoufler des ignominies. Vois-tu, là, dans ce cas-là... S'il n'y a rien eu de bavure, c'est ça. Il y a peut-être des affaires qu'elle veut simplement cacher. Elle a pris une distance... Ils n'ont pas aimé ça parce qu'ils ont traversé une dure période. Dans un cas comme ça, on fait comme si rien n'était arrivé. C'est-à-dire, on pardonne la distance qui a été prise. Si on a été des bons parents. Tu comprends? Puis la pilule a passé. Ça a passé. Et là, le pardon prend toute sa légitimité dans certaines occasions.
Parce que le bon parent va être capable de comprendre que dans le fond, c'est peut-être pas contre ses parents, c'est peut-être autre chose dont ils peuvent même pas se douter, là, les parents. Oh, Madame Ross. Ça se peut? J'endosse. Mais ça m'étonne, pareil, Pierre. Vous êtes... Je pense que j'adopte la réaction de certains de nos auditeurs, auditrices. Oh, Dr Mailloux parle de pardon. J'ai jamais dit que ça n'avait pas sa place. À l'occasion. Oui. Dans des circonstances. Oui. C'est pas pour noyer le poisson. Voilà. C'est ça. Oui. Tous les... De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Nous sommes en tribune libre, 790-0224, en 800-667-5241. Et on parle tout de suite à... Attendez un peu, Paul, en bas de l'écran, toujours en bas de l'écran. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour. Bonjour, Paul. Je veux avoir un renseignement, M. Mailloux. Oui. Moi, je prends des activants 0,5 mg. Vous ne prenez pas des activants, vous prenez des attivants. Il n'y a pas de C. Activants, oui. Oui, attivants. Parce que la plupart des personnes d'un certain âge, j'ignore pourquoi, ils mettent tous un C à attivant et le prononcent activant. Ouais. Non, c'est pas activant, c'est attivant. Bon, 0,5 mg. Oui. Bon, j'en ai pris une après-midi à 1h, là. Oui. C'est pas fort, hein? C'est pas tellement fort, je la coupe en deux. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai qu'on peut perdre la mémoire? Quel âge avez-vous? J'ai 77 ans. Paul, l'attivant, toute la famille des benzodiazépines, l'attivant, le Rivotril, le Valium, les Brium, c'est déconseillé pour les individus de plus de 60 ans. Parce que si vous en prenez une coupe, surtout avec une bière, là, vous allez perdre la mémoire un petit bout. Ben, c'est justement, j'ai pris une bière. Ah! Les deux ensemble, c'est ça, c'était... Ouais. Ah, je te dis que le Paul... Le mélange. Alors là, ça se potentialise. Mais la bière, j'apprends tranquillement. Ah, il apprend tranquillement. Puis l'activant, elle, vous l'avez pris vite. Elle coupée de moitié, par exemple. C'est ça qu'il nous a dit. Je l'ai coupé la moitié. La bière, ça me prend 1 heure à apprendre. Paul, c'est une façon très bon marché de prendre une brosse en buvant très peu. Ouais. Fait que tant qu'à prendre de la bière, là, mélangez donc ça avec de l'activant. Là, hey, Verbatim va envoyer ça sur le bureau de Mario encore. Il va dire que j'invite aux mauvaises habitudes les Québécois. C'est pas Verbatim, Pierre. Oui, mais c'est Verbatim qui prend les propos. Oui, mais c'est normal, il prend les propos de tout le monde. Qui les achemine sur le bureau de Mario. Oui, mais c'est-tu dangereux? Ben non, c'est pas dangereux. C'est que vous prenez une brosse. C'est-tu dangereux de prendre une brosse à 77 ans? La réponse, c'est oui. Premièrement, vous allez devenir mêlé avec pas beaucoup de boissons. Ouais. Deuxièmement, vous risquez de vous planter dans l'escalier ou en vous levant de votre chaise puis vous faire une fracture de hanche. Oh! Ben oui. Ça? Ben oui! 77 ans, vous avez les os moins solides, Paul. Fait que j'en prendrai plus? Non! Mais pourquoi on vous a donné ça? Parce que des fois, quand je file pas, là, on vient qu'on file pas. Puis quand on prend un activant comme ça, on vient bien nul puis on file. C'est ça que je veux dire, on est mieux. C'est de la maudite bonne drogue, c'est du bon stock, l'activant. Mais ouais? Ben oui, c'est du bon... Comme drogue, là, écoute, c'est de l'alcool à comprimé. Ma soeur, à 85 ans, elle en prend, elle aussi. Ben oui. À 85? Ouais, elle en prend. Puis elle file bien avec ça? Oui. Ben oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? L'activant, pauvre Paul, j'ai l'air fou après-midi en vous parlant. Oui. C'est que l'activant, c'est le 4e médicament le plus prescrit au Québec. Oui. Hey, c'est pas de longueur. Mais ça soigne rien, Pierre. Ça soigne rien. C'est comme... Bon, ça détend peut-être. C'est de l'alcool. Ça fait filer bien. Hein? Paul, il te le dit. Bon. Ma soeur, à 85 ans, prend un petit activant, ben ça brosse puis un gorlot. Moi, je prends un demi-activant avec une petite bière, puis je file bien. Mon médecin m'a dit qu'on peut perdre la mémoire quand on en prend trop. Alors, bon, c'est pour ça qu'il vous en donne en petite quantité. Il a raison. Il a raison? Mais vous l'avez pas écouté. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie. Merci, Paul. Merci de votre appel. Allez, bonne brosse. Oui. Mais Pierre, quelqu'un qui est tendu, admettons, 77-85 ans, et qui peut pas prendre d'alcool parce qu'il y a des problèmes avec ses artères, avec ses veines, est-ce que ça marcherait? Ben oui, mais ça marche. Les deux ensemble, là, c'est encore mieux parce qu'ils se potentialisent mutuellement. Mais s'ils peuvent tu prends juste une petite bite d'activant avec une bière, c'est comme si t'en avais pris 4-5 des bières, tu sais. Ça fait une petite brosse qui coûte pas cher. Mais ça en plus, les pelunes sont payées, ils sont gratos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. T'as juste la petite bière à payer.
Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont faire de l'angoisse. Ils font de l'angoisse, ils filent pas bien. Effectivement, comme Paul dit. Écoute, l'angoisse de la mort, Simonac. On convient-tu qu'à 85, tu commences à être proche du trou? Justement, en tout cas. À 77, Paul, là. Heureux ceux qui sont capables de prendre un petit verre de vin puis ça les détend. Ceux qui sont pas capables, c'est pour ça qu'on n'a pas ce que ça, c'est quoi? Une petite bière avec un débiativant. Bon. OK. On va passer à un autre appel. On parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour, c'est Mme Mailloux, une petite cousine de M. Mailloux. Arrête donc, toi. Oui, je viens de Normandie, moi aussi. Non, une affaire de famille. Hey, faites attention à ce que vous allez raconter. Consanguin. Dévoilez pas les secrets de famille, Caroline. Pas de danger. Allez-y. Ma question, écoutez, vous m'avez chatouillé un peu parce que moi, je fais mon MBA présentement et j'aspire à faire mon doctorat pour devenir professeur universitaire. Oui. Et puis, vous disiez tout à l'heure que les profs n'avaient pas assez la notion d'amener les étudiants à développer leur sens critique, alors que... C'était plus loin que ça. C'était la formation du psychisme, une pensée bien formée. C'était pas ça débordait nettement l'autocritique et le sens critique. Réfléchir par soi-même. C'est de réfléchir, d'être capable d'élaborer une pensée. OK. Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait mon bac en gestion d'entreprise, puis on avait beaucoup de cours de psychologie. Puis je peux vous dire que pour avoir eu des postes de cadre, c'est les cours qui m'ont le plus servi. Parce que ça m'aidait justement à peut-être équilibrer les situations un peu mieux que d'autres personnes qui n'en auraient pas fait. Non, mais attendez un peu, Caroline, c'est que la formation de la pensée, là, ça commence, et c'est pas moi qui le dis, c'est Piaget, ça commence à 2 ans et demi, 3 ans avec le langage. Et la plupart des mères au Québec sont pourries pour aider les petits-enfants à développer, à partir de leur langage, une façon de penser. Ah, ben ça, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de permis pour avoir des enfants, puis ça prend un permis pour... Non, mais là, j'inclus les enseignants, et je crains que la majorité des enseignants soient tout aussi pourris que les parents, à cet égard. C'est quoi votre expérience? Vous êtes encore aux études, Caroline. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a des professeurs qui font ce travail-là, qui vont encourager la réflexion personnelle, l'analyse? En avez-vous rencontré? Qui vous incitent à mettre vos idées là, sur la table, à les articuler? Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, je peux vous dire que j'ai des professeurs il y en a plusieurs qui sont très dévoués. Oui, mais c'est pas ça. Qui encourage les jeunes à avoir aussi une estime d'eux-mêmes puis à poursuivre dans la vie. Non, mais là, regardez, ça devient des psychologues. C'est pas ça à quoi je référais. On a entendu cet après-midi, je vais vous donner 2 exemples. Oui. Une dame, Marie-Claude, 32 ans. Elle a seulement 32 ans. Et elle nous affirme, j'aime le sexe parce que j'aime mon conjoint. OK? Un autre, lui, a 22 ans, Marc-André. Il nous parle de ma relation de couple alors qu'il fréquente une femme et les deux vivent chez leurs parents. Tu sais, puis c'est des universitaires. Marc-André est de niveau universitaire, puis l'autre est instruite aussi, là. Il y a quelque chose qui a pas marché en quelque part, là. Comprenez-vous? Oui. Mais je pense que 90% de la population aurait répondu la même chose que Marc-André. J'ai une relation de couple. Mais oui, mais... On n'a pas tous étudié... Non, mais Caroline, un peu de jugement. Il y a une différence entre une relation de couple puis fréquenter quelqu'un. Si on n'est pas capable dans notre tribu de faire la différence entre les deux, on a un maudit bug, on a un problème. OK. Hein? C'est beau. Écoute, une relation de couple, c'est lorsqu'on fait vie commune. Tu sais, quand même. Parce que le jeune homme, là... rapide pour vous. Pardon? J'avais juste une autre question très rapide pour vous. Je m'excuse. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que les psychologues vont souvent ne pas trop se tremper les pieds rapidement pour porter un diagnostic sur quelqu'un? Les psychologues, normalement, n'ont pas le droit de porter les diagnostics. C'est médical, ça. Et ils n'ont pas la formation universitaire. C'est que je suis présentement, là, j'ai planté, effectivement, j'ai reproché vertement. Je ne l'ai pas planté, mais j'ai reproché vertement dans un rapport, dans une expertise, à une psychologue d'avoir joué au médecin, d'avoir effectué un diagnostic et de s'être trompée de façon monumentale sur une personne. Elle, la pauvre, n'avait pas la formation. Mais quand tu n'as pas formation, fais-les pas. Par contre, Pierre, ils peuvent allumer sur quelque chose puis dire, tu vas aller consulter un médecin ou un psychiatre. Ils peuvent allumer et dire, je vois ça. Il faut que ce soit à ce moment-là vérifié. Ils se permettent, les psychologues maintenant, se permettent de formuler des diagnostics dans des rapports écrits. Aïe aïe! Ils n'ont aucune formation là-dedans. Ce qui est différent que d'allumer sur quelque chose puis de dire à son patient, c'est ça, là. Ben oui. Dire à son patient, écoute, je pense, il y a peut-être quelque chose. Va voir un spécialiste. C'est très différent. OK.
Alors, pour poser vraiment un diagnostic, mettons, de borderline, de une personnalité, je sais pas, schizoïde, ça prend vraiment un psychiatre. Caroline, j'ai fait mes études de médecin et moi, j'ai été 6 ans en résidence de psychiatrie. Ça m'a pris 6 ans avant de pouvoir porter des diagnostics. C'est vrai que j'étais un slow learner, j'apprenais pas vite, là, mais normalement, c'est un bon 4 ans après être médecin. Okay. Tu sais, quand même, là... C'est une spécialité. C'est clair. Faisons attention. Oui, OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Bye, Caroline. Bonjour, Bonne Caroline. Journée. Au revoir. On n'a pas su si c'est elle qui avait reçu un diagnostic, comme elle dit, là, par un psychologue, ou si c'est des amis. Ben là, c'est de la famille. Il ne faut pas trop gratter, Janine. Tout à coup, comme ça, des affaires. Ah, vous avez des exceptions. Quelqu'un me fait mal pareil. Ah, tiens donc. OK, alors on poursuit la tribune libre tout de suite. Ben oui, mais écoute, elle s'est présentée. C'est très rare qu'on a quelqu'un qui se présente. Mais là, tu sais, Caroline, ben, elle a le même nom de famille que moi. Il faut faire attention. Cousine du même rang, là? Ben là. Ouais, tout à coup. Hein? Oui. OK. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, tribune libre, vos préoccupations, ce qui vous dérange, ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait souffrir, vous n'êtes pas capable de trouver de solution, c'est le vendredi. On en parle le vendredi. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et on poursuit en compagnie maintenant de Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Oui, bonjour Madame Ross et M. Mayou. Oui. J'ai une question à propos des cauchemars. Oui. Ben, parce que tantôt, j'ai écouté tout au début de l'émission, puis je pense qu'on parlait de rêves, ces choses-là. J'ai une amie qui fait des cauchemars, mais c'est à répétition, mais ça revient pas nécessairement régulièrement, mais depuis assez longtemps, ce cauchemar-là revient tout le temps. Puis je me demandais si le fait d'en parler, d'en discuter, essayer de fouiller un petit peu, bon, peut-être pas absolument y trouver un sens, mais en tout cas essayer de se poser des questions, pourquoi ça revient, puis essayer de trouver peut-être les raisons. Est-ce que ça, ce fait-là d'en parler à quelqu'un peut aider à, en fait, soit atténuer ou éventuellement peut-être faire disparaître le cauchemar? Pas nécessairement. Non. On est dans un domaine, il y a très peu de personnes qui connaissent ce domaine-là et qui peuvent recevoir et être aidants. Mm-hmm. Okay. Je ne suggérerais pas, non, c'est pas pour tous, cela. Non. Mais par contre, du côté des tensions, est-ce que cette personne-là est très tendue? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur des cauchemars récurrents? Non, au lieu de placoter des cauchemars, là, c'est une amie, ça, à vous? Oui. Êtes-vous intime avec cette femme-là? Oui. Pouvez-vous lui donner des beaux petits massages? Oui, ça va. Hein? Ça va? Non, la façon dont vous pouvez être le plus aidant, là, c'est de lui témoigner de l'affection. Mm-hmm. Et voir si ça augmente ou diminue les cauchemars. Parce qu'il est possible qu'en étant affectueux avec elle, que ça augmente les cauchemars. Ah oui? Ben oui. Mais alors, donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être cause à effet? Non, pas nécessairement. Non? Pas directement. Mais... Par l'inconscient, lien... Une personne qui serait incapable de recevoir de l'affection. Écoutez, on a eu une dame cet après-midi, une jeune femme qui nous a dit, je suis pas capable de tolérer qu'on me touche. Mm-hmm. Mais Marie-Claude, 32 ans. J'ai de la misère à me faire toucher physiquement. Ça se sent comme agressé. Mm-hmm. Non, on joue pas là-dedans. Okay. Parce que il y a beaucoup de psychologues même qui ont une formation insuffisante pour jouer avec l'inconscient. C'est pour ça que ces intervenants-là, les travailleurs sociaux, psychologues, se réfugient dans le here now, dans le ici et maintenant. Mm-hmm. Parce que quand vient le temps de faire des liens avec le passé, c'est un long apprentissage, Serge. Oui. Okay. Mais un intervenant, avant de pouvoir être aidant face à l'inconscient, a une longue démarche d'apprivoisement à faire, pas de travail, d'apprivoisement de son propre inconscient et de cette réalité-là. Mais quelqu'un qui est incommodé, Pierre, au point de faire des cauchemars toutes les nuits, puis c'est le même cauchemar qui revient. Est-ce que vous en voyez des cas comme ça? Non, je vous pose la question. Non. Chaque cas est un cas d'espèce. C'est jamais pareil. Bon. Et mais être incommodé par ça? C'est pas toutes les nuits, puis c'est une fois de temps en temps. Puis là, Serge, il veut jouer à la bonne mère, puis il veut être aidant. Puis, je comprends le sens de votre démarche, mais je vous suggère pas. Jouez votre rôle de partenaire, de conjoint. Caressez-la, faites-la jouir, puis vous verrez, là. Occupez-vous de votre job, OK? Occupez-vous de votre rôle, puis si jamais elle a besoin de quelque chose de plus, ça prendra un intervenant qui est assez pointu. OK? D'accord. Bye, Serge. Il s'inquiète, en tout cas. Au moins. Bon, OK. Attendez un peu. On parle à Daniel.
Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Daniel. Ma question, c'est pour Doc Mayou. Allez-y. J'ai eu une adolescente qui était déclarée par un psychiatre dans un hôpital comme dépression majeure. Oui. Et on l'a mis en arrêt d'école complet. Oui. Moi et ma femme, on n'était pas d'accord, mais comme c'est un psychiatre, on a dit, ben, ça doit être lui qui a raison. Pour nous, c'est comme si la coupé du monde extérieur depuis un mois, je pense qu'elle dépérit à la maison. Il se pourrait que le psychiatre ait raison, il se pourrait que le psychiatre ait tort. Parce que nous, c'est que là, pour l'instant, tout ce qu'elle fait, elle fait plus rien, elle est déconnectée complètement du monde extérieur. La seule chose, c'est Internet, puisqu'elle a un contact encore. Et là, ça a pris beaucoup de temps, mais là, on a réussi en urgence. Quand est-ce qu'il la revoit, le psychiatre? Lui, il n'a pas à la revoir, parce que vu qu'elle est adolescente... Oh, si bol! Il n'a pas à la revoir. Oh, si bol! Oh, vous allez me faire grimper dans les rideaux? Janine, je vais m'emporter. Il la met sur le carreau pour un mois. Il n'y a pas de suivi. On a un petit peu de difficulté parce qu'on est vraiment impuissant face à cette maladie-là. Tu sais, c'est pas... Ouais, ben là, le psychiatre, là, DEP majeur, puis il ne revoit pas? Non, ce qui arrive, c'est qu'il l'a référé avec un pédopsychiatre. Ah, OK. Alors là... Lui a pris la décision à l'urgence de le mettre en école. Et là, non, Daniel, là, ça marche pas, ça. Wow. Un psychiatre pour adulte qui est pas capable de suivre une adolescente puis qui fait des recommandations aussi précises? Puis là, mais sauf qu'il la réfère en pédopsychiatrie à l'hôpital. Ouais, ben là, vous allez être vu quand en pédopsychiatrie? Mais là, à force de faire des rappels, puis de dire, ma fille fait le pas mieux, on lui a donné une médication après une demi-heure à l'hôpital, on lui a donné une médication. Et quel médicament? J'aurais de la misère à le dire. C'est du Celexa. Ouais. 2 jours et... Alors, et ça fait combien de temps qu'elle prend ça? Un petit peu plus d'1 mois. Et est-ce que ça l'a produit un effet quelconque? Non, il n'y a rien de plus... Tout est noir pour elle dans la vie. Dangereux. Alors, dangereux, vous demandez d'urgence de... Là, vous appelez la secrétaire du pédopsychiatre, il faut que ça grouille. Mais là, on l'a rencontré une première rencontre cette semaine. Parce qu'à force de mettre de la pression, il y a une rencontre. Mais ma question, si ça reste, c'est que... Vous donnez ça au compte-goutte, mon espèce de Daniel. Alors là, il y a eu une première rencontre. Ma question, avec le pédopsychiatre, quand est-ce qu'il la revoit? La semaine prochaine, une autre rencontre. Bon, la semaine prochaine, OK. Mais entre-temps, vous en pensez quoi d'un arrêt scolaire? De la retirer du monde extérieur? Pourquoi l'a-t-il retiré du monde extérieur? Comme je le répète, comme elle a 14 ans, elle a le droit à être rencontrée seule, on n'avait pas d'objection, et lui a décidé, suite à ce qui a été dit, qu'il a déclaré en dépression majeure. Puis elle, pour elle... Vous n'écoutez pas les questions, Daniel, et bateau. Vous n'écoutez pas les questions. Vous avez donné une réponse, ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Faites attention un peu. Vous savez, Daniel, quand ça va mal, là, apprenez que quand ça va mal, on parle moins et on fait très attention. OK. Plus ça va mal, moins on parle, puis plus on fait attention. Correct? Oui. Ça, c'est la différence entre un homme et une femme. Bye, Daniel. OK, merci. On vous aura fait rire au moins. Bon. Parce que Celexa, Pierre, c'est un antipsychotique ou un antidépresseur? Qu'est-ce que c'est? Antidépresseur. C'est un antidépresseur. OK. Puis s'il y a pire que... S'il y a schizophrénie, par exemple, ça peut activer, c'est ça, c'est pour ça? Alors, sans référer au cas, si on donne un antidépresseur à quelqu'un qui débute une schizophrénie, on va empirer les symptômes psychotiques. On est dans la... Oui, les troubles. On est dans... Oui. Écoute, on est dans le chenoute. Oui. Okay. Alors, on parle à France. Bonjour, Madame France. Bonjour. Oui, bonjour, France. Ça va bien? On vous écoute. OK. Moi, j'appelle référence... Que pensez-vous de la maladie qu'on appelle la fibromyalgie? Oui. Moi, là, je sais pas si j'aurai à vous raconter comment ça peut avoir arrivé, là, mais aujourd'hui, bon, j'ai 41 ans, on m'a diagnostiqué à 37 ans, et puis, bon, j'ai 41 ans, je prends les médicaments je prends les médicaments, en tout cas, au niveau... pour aider ça, un médicament pour dormir, un médicament finalement pour enlever les douleurs. Puis j'ai vu psychiatre, j'ai vu psychologue, j'ai été 17 ans dans les Forces armées canadiennes et puis
tout a sorti de là, à part des choses qui sont arrivées aussi. Puis aujourd'hui, je travaille plus. Puis je me demande jusqu'à quel point cette maladie-là, elle est psychologique. On dit que... Parce que j'ai vu tellement de docteurs, de psychologues, de psychiatres. Puis là, aujourd'hui, je me dis, garde, 41 ans, c'est jeune encore pour respecter des pilules de même. Oui. Bon, psychosomatique, Pierre, oui, non? Oh non. Ils savent pas, hein? Non, le Collège des médecins, il y a quelques années, le Collège des médecins a émis une directive d'arrêter de considérer les femmes qui se plaignaient de fibromyalgie, d'inventer des histoires. Alors, c'est une maladie qui est quasi uniquement chez les femmes. Pourquoi quasi uniquement chez les femmes, je le sais pas. Puis, est-ce qu'on en connaît un peu la cause? Pas du tout, c'est ça. Non, on est encore dans les nuages. Écoute, dans la brume la plus totale, là, mais ça existe. Puis, il y a des personnes qui ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Puis pourquoi? Puis, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant? Puis, je sais pas. Bon, mais vous avez une sacrée bonne question. Alors, si vous me posez la question, France, est-ce que je vais traiter une femme qui fait de la fibromyalgie? Est-ce que je vais traiter sa fibromyalgie par une psychothérapie intensive d'orientation analytique? La réponse est non. Cependant, je suis une personne en psychothérapie intensive d'orientation analytique qui fait de la fibromyalgie. Ça ne guérit pas sa fibromyalgie, mais elle se sent pas mal mieux. Ça enlève des tensions parce qu'il y avait des problèmes autres. Bon, c'est ça. Alors les problèmes autres, oui, peuvent être soulagés par une psychothérapie, mais la fibromyalgie comme telle, il faut qu'elle prenne ses pilules, sinon ça fait mal. Ben, c'est ça. Mais oui, je suis entièrement d'accord au niveau de la psychothérapie, ça prend ça. Puis je me dis quand tu ça prend ça pas pour la fibromyalgie. C'est que pour des problèmes qui peuvent être des problèmes souffrants de nature autre. S'il y en a, c'est ça, Pierre, il n'y en a pas dans tous les cas non plus. Non, c'est ça. Certains peuvent probablement souffrir de la fibromyalgie comme telle. Bon, oui. Ouais. Mais France, vous dites d'emblée, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose en dessous? En plus? Non, maintenant, là, je sais maintenant d'où ça vient. J'ai appris à vivre avec ça, sauf que... Attendez un peu, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais d'où ça vient. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais moi, ce que j'ai compris de ça, avec les thérapies que j'ai fait, c'est soit un choc émotif, un choc qui est arrivé dans ma vie. Puis oui, mais France, et puis, les pas hommes... un choc aussi, je vous dirais, un accident aussi. Regardez, France, les hommes ont des accidents et des chocs émotifs autant que les femmes, et il n'y a à peu près pas de fibromyalgie chez les hommes. Fait que d'abord, vous ne le savez pas plus que... C'est en plein ça. Ça fait mal, puis vous le reconnaissez. Le collège, c'est-à-dire, c'est ça, les médecins, les associations de médecins le reconnaissent comme tel. C'est devenu un diagnostic en bonne et due forme, et c'est un trouble qui surgit uniquement chez les femmes, on ne sait pas pourquoi. OK. Fait que dans le fond... Alors, l'histoire du choc émotif, lâchez-moi ça, parce que, non, j'achète pas cette salade-là. Les hommes ont des chocs émotifs autant que les femmes, voyons. Il y a des hommes sensibles autant que des femmes sensibles. Oui, sauf que, moi, je le dis aussi que ça a été relié à un accident que j'ai eu dans l'armée, OK? Puis à partir de là, non, il y a un paquet d'hommes qui ont des accidents dans l'armée, puis développent jamais de fibromyalgie. Bon, mais d'abord, regardez, vous me dites que vous ne savez pas comment c'est développé, mais là, je vous apporte soit une cause psychologique France, ou une cause... Regardez, écoutez-moi, là. Non, écoutez un peu, là. Du seul fait, vous devriez comprendre que si c'était des facteurs comme ça qui provoquent cette maladie-là, on retrouverait la maladie équitablement répartie dans les deux sexes. Une cause, une allumette allume un feu. Comprenez-vous? Alors, si un choc émotif pouvait causer ça, ça le causerait dans les deux sexes. Ça peut pas être ça. Puis l'accident aussi. Ça peut pas. Parce qu'on retrouve ça juste d'un sexe. Donc, France va devoir accepter, peut-être, que c'est une maladie dont on ne connaît pas l'origine, c'est ça? Attendez un peu, là. Là, il y a une question que vous pourriez poser, raffiner, par exemple. Vous dites, quelqu'un qui aurait une prédisposition génétique à faire de la fibromyalgie et qui vit des tensions psychiques importantes, est-ce que ça ne peut pas faire éclore la maladie ou empirer cette maladie-là? Ça serait une question intéressante. Ça pourrait être autant chez un homme qu'une femme aussi? Non, vous n'avez pas compris la patente, là. Quelqu'un qui a la prédisposition, il peut y avoir des facteurs déclenchants. Les hommes ont très peu ou n'ont pas la prédisposition à faire de la fibromyalgie. Okay. Mais celles qui ont cette prédisposition-là,
Quels sont les facteurs qui peuvent déclencher ou empirer la maladie chez la personne prédisposée? Voilà. Là, ça devient intéressant. Formulé comme ça a plus de bon sens. Allez, compliquer les patentes des fois. Avec ça. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On va maintenant aux préoccupations de Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Moi, ce serait pour une information. Oui. J'ai une fille de 18 mois. Oui. Elle va pas à la garderie. J'ai décidé de prendre un année sabbatique. Et puis, avant d'avoir la petite, on partait dans le sud à chaque hiver. Et puis là, ma question, c'est, disons qu'on déciderait de partir. Est-ce que ça aurait un impact ou une conséquence si on la ferait garder, si on partirait en couple? Ah, l'histoire de couple là, avec les bébés, c'est une très mauvaise idée. Alors, vous avez décidé d'avoir des jeunes enfants, des bébés, occupez-vous-en. Mais c'est ça, OK. Ça, c'est clair. Parce que on ne tiendra pas une grande rhétorique, là. Un bébé de 18 mois, ça a besoin de sa mère. Et ça tolère mal une semaine ou deux de séparation. OK. La plupart des petits bébés, c'est comme ça. Bon, par contre, si l'enfant a établi un bon contact avec une autre femme, pour une semaine, ça peut aller, mais je vous assure que la plupart des bébés, après une semaine, ils en ont le troc de l'autre, même s'ils la connaissent bien. Même si c'est la grand-mère ou gugus comme ça. Oui. Parce qu'ils sont déplacés de leurs habitudes. À moins que la grand-maman vienne garder à la maison, puis même encore. Et la plupart des bonnes mères tolèrent très mal d'être séparées plus d'une semaine de leur bébé. En plus. Parce que moi, juste le fait d'y penser, c'est sûr, j'ai les larmes aux yeux. C'est hors de question. Mais Nathalie, pourquoi vous appelez pour demander ça? Votre problème, vous avez la réponse. Pourquoi vous appelez pour ça? Parce que mon conjoint, quand il revient du travail, il me dit, un tel couple est capable de le faire. C'est ça. Donc, nono, lui. C'est ça que j'allais dire, Pierre. Il y a de la pression de l'autre côté. C'est ça. Donc, nono, lui. Moi, j'ai fait 4 fausses couches, puis ma fille, je veux qu'elle me suive partout. C'est impensable de la faire garder, là. Mais oui. C'est quoi cette affaire-là? Ce n'est pas respecté. Fait que moi, je sens de la pression, je suis pas contente. Je me vois sur le bord de la plage avec ma fille, c'est un beau moment. Non, on n'amène pas les bébés. Voyons, un bébé de 18 mois sur le bord de la plage. Réfléchissez 2 minutes, là. On n'amène pas les bébés au soleil, il va cuire dangereux, il faut le tuer. Non, mais façon de parler. Façon de parler, on n'amène pas les bébés chez les plages. Elle peut pas façon de parler. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle peut pas considérer. Pas pas en tout. Mais d'aller en vacances. C'est ça, mais d'aller en vacances, ça soit n'importe où. Non, mais écoutez, votre conjoint, là, il y a quoi, là, entre les deux oreilles? Un gros poids? J'ai de la misère un peu, Janine, moi, avec ça, ces niaiseries-là. Parce que je soupçonnais exactement ce que Nathalie a dit. Oh, s'il y a du monde qui sont carrément niaiseux. Non, mais le respect de la maternité, Pierre, et de tout ce qui va avec, ça commence là. Quand je vous dis que c'est pas respecté, elle pleure, elle est pas bien, elle veut pas, ça continue. C'est normal, les autres le font. Ça fait partie de la pression. Ça fait partie de la pression auquel sont soumis les mères, Pierre. Sont soumises, les mères. Mais c'est tellement courant, là. Ben oui. Des bébés de 4 mois, de 6 mois, les parents ont besoin d'aller se reposer. Mais l'enfant a juste 6 mois, ça Nathalie, va être quoi? Wow, Nathalie, là. Wow. Non, mais moi, j'entends. Moi, je suis bien avec ma fille, là. Oui. Hey. Oui. C'est pas un fardeau. Et vous n'avez juste un? Ben oui. Un bébé, là, c'est une partie de plaisir. C'est ça. 2, ça commence à être un peu plus exigeant. 3, c'est une famille. C'est ça. Ben là. Puis en plus, elle en a perdu 3, là. 3 ou 4 fois, Nathalie, c'est ça. Alors, c'est précieux. Précieux. Monsieur, il écoute quand les madames parlent. Est-ce que ça va créer 4 fausses couches. Est-ce que ça crée des tensions à ce point? Est-ce que c'est avec le même conjoint? Non, Nathalie, on règle ça en 2 minutes. Vous lui dites, hey, assis-toi dessus. Il n'y en aura pas pour une couple d'années des plages. Fais-toi l'idée, OK? Bye, Nathalie. Merci. À l'occasion, il faut qu'une femme se tienne debout. Moi, je suis contre le matriarcat, mais les relations égalitaires, je suis preneur. Alors, bye. Il se comporte comme un homme adulte, puis ferme sa trappe. Puis c'est ça, puis seconder les mères, c'est ça. Bon, alors on parle à Lorraine. Bonjour, Lorraine. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Pour votre émission. Merci, Lorraine. Moi, j'ai une fille de 12 ans. Elle est la 4e enfant chez nous. J'ai 3 gars. Le premier a 17 ans. Oui. Elle a des troubles d'apprentissage, déclarée déficience mentale légère. Oui. Puis, comme comportement, elle défie beaucoup l'autorité. Puis, bien la misère à s'entendre avec les autres. Ben oui, mais écoutez, elle est déficiente, Lorraine. Vous avez trop d'exigences. Vous avez trop d'exigences pour elle. Elle est déficiente, oui, comme l'apprentissage, là, mais elle apprend quand même lentement. Lorraine, elle a combien de QI? Ah, je sais même pas. Ben oui, mais écoutez, c'est élémentaire. Depuis quand on dit j'ai un enfant déficient, on connaît pas son quotient? Parce que, vous savez,
Elle peut avoir 72, elle peut avoir 62, puis elle peut avoir 52. Mais je vous assure que la différence de comportement entre ces 3 chiffres-là est énorme. OK. Dans le rapport qu'ils établissent avec les autres, ça, là, c'est moins aisé. Et alors, dans certains cas. Demandez, écoutez, les psychologues, là, l'histoire de jouer à cachette avec les parents d'enfants évalués, c'est pas correct, ça. Parce que ça fait toute la différence. Si vous m'arrivez en ondes, ma fille a été évaluée, a été bien évaluée, voici son quotient intellectuel. Là, on peut commencer à réfléchir ensemble sur l'organisation de sa vie à venir à partir de l'âge de 12 ans. Comprenez-vous? Oui. Mais là, elle est déficiente intellectuelle. Bon, si c'était beaucoup, Pierre, ça peut être un gros handicap pour elle. Mais je comprends. Puis si elle l'est moins, tu peux attendre certaines choses de cet enfant-là. Ce n'est pas la même prise en charge. Vous dites à défi l'autorité. Écoute, un déficient de 52 défie pas l'autorité, il ne comprend pas. Parce que quand elle fonctionne, là, parmi les gens, là, ça paraît pas, là. Elle parle bien, elle raisonne quand même bien, on comprend ce qu'elle dit, elle est capable de raisonner puis de raconter une histoire, là. Mais quand, mettons, là, elle a une activité puis elle arrive avec une liste que ça prend, mais elle arrive chez nous le soir puis sa liste, là, de bagages, ben, le lendemain, elle est prête, là. Quand elle veut, là, ça va super bien. Mais c'est juste au nouveau comportement des autres. Elle a des limites. Regardez, Lorraine, là. C'est pas ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis avec vous et qui vous a expliqué, ça veut dire quoi, le quotient intellectuel qu'elle a? Non. Tout a été barouetté par les écoles. Lorraine, je le sais. J'en vois régulièrement. Et la première chose que je fais, Janine, c'est de m'asseoir et de dire, OK, là, elle a été bien évaluée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. Puis là, je vous écoute parler, pauvre Lorraine, puis vous êtes toutes mêlées. Vous dites, oui, mais elle a fait telle affaire, elle a dit telle affaire, puis oui, mais... C'est ce que par exemple, j'en ai eu une cette semaine. Écoutez, 20 moins 3, elle répond 23. Elle est rendue à 12 ans ou à 14 ans et elle n'a jamais été capable de comprendre le concept de soustraction. OK. Ben oui, mais elle parle. Ah oui, elle parle, et souvent, il développe une connaissance approximative des mots. Okay. Et quand je fais la démonstration de 20 parents, les parents sont tous éberlués. Ils n'avaient jamais réalisé que la compréhension des concepts, c'était à peu près. Donc, une évaluation. Alors, Lorraine, renseignez-vous. Votre fille, elle a combien de QI? Puis à un moment donné, un vendredi, vous nous rappelez. Puis on va en parler tranquillement. Puis c'est vers qui il faut que j'aille vraiment consulter pour savoir comment elle est rendue? La psychologue qui l'a évaluée, qui a fait son évaluation psychométrique. Ah. Voici une manière simple. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, le dernier appel, là, on a toujours des attentes irréalistes face à des personnes qui sont handicapées. Il y a des gens qui ont des handicaps, il faut respecter qu'ils ont des limites. Puis ça s'arrête là. Tu sais, il y a des gens qui... Ils sont pas équipés comme les autres. Ils en souffrent déjà. Puis ils ont parfois de la difficulté à s'exprimer. Oui, mais Janine, on s'attend à ce qu'ils soient comme tout le monde. Janine, les limites de l'enfant de 12 ans n'ont jamais été expliquées. Non, dans ce cas-là, je comprends. Alors là, les parents sont obligés de deviner l'ordre, l'étendue et la sévérité des limites. Et la plupart du monde ne sont pas capables de faire ça. Parce qu'ils fonctionnent par déduction. Oui, mais ils parlent, ils doivent comprendre, ils parlent. Jusqu'à temps qu'on leur explique que oui, ils ont acquis des mots. Mais souvent, ils utilisent des mots sans savoir ce que ça veut dire ou avec une compréhension très approximative. Ah bon? Ah mais bon? C'est épeurant pour les parents qui ont des enfants qui souffrent de handicap. Léger, moyen, très... Parce qu'ils se disent comment dans les relations plus tard là, de notre enfant avec le monde, là, ils vont être reçus. Comment mon enfant va être reçu? On ne fait pas cette analyse-là. Tu regardes quelqu'un, tu dis, ouf, il y a un comportement qui est bizarre. Ça ne veut pas dire qu'il est fou, il est handicapé. Il peut avoir un handicap. Ceux qui souffrent d'une petite légère paralysie cérébrale, à un moment donné, ça paraît. C'est tout. Cette personne-là a des limites, mais c'est pas un monstre. Puis on peut pas avoir des exigences égales aux autres quand on a quelqu'un qui a des handicaps. C'est ça. Avant de parler d'exigences, on a avantage à connaître les limites. Voilà.
Puis par la suite, ben là, on décide quel genre de milieu qu'on va offrir, toute l'évolution. À partir de l'âge de 12-13 ans, ça, c'est important. Sur quoi on va focusser, quelles sont les limites, par exemple. J'ai eu quelqu'un cette semaine, ça fait 3 ans qu'on lui fait faire les mêmes mathématiques et il y a eu 0 progrès. Oui, ça n'entre pas. Tu t'obstines plus après. Ben oui. Tous les jours, voilà. Cet enfant... Hey, la preuve est faite, mais ils peuvent l'écœurer, par exemple, à faire ça. Elle commence à être mauvaise, la petite fille, là. Exactement, c'est ça. Tous les jours, la même maudite affaire, puis elle n'a jamais été capable de maîtriser ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, là? Non, ça, c'est là... Comment t'appelles ça? C'est du harcèlement. C'est du harcèlement? Oui. Alors, Pierre, on va parler à Dany. On a juste le temps de prendre un dernier appel. Bonjour, Dany. Oui, bonjour, mademoiselle, ça va bien? Bonjour, Dany. Oui, bonjour, monsieur Mailloux. Moi, j'ai 24 ans. Je suis parti en appartement à 16 ans, puis malheureusement, j'ai voulu aider quelqu'un, qui est une fille de 16 ans aussi, qui avait des problèmes de drogue, comme beaucoup, des problèmes importants, puis malheureusement, elle m'a mêlé là-dedans. Là, je suis rendu à 24 ans. Je suis avec une fille très, très gentille, la fille parfaite, là, qui fait tout dans la maison. C'est pas pour ça qu'elle est parfaite, mais tu sais, elle m'aide beaucoup. Mais je suis pas capable, personnellement, de m'en sortir. Je travaille, je prends mes jobs, tout le temps. Quand je me lève le matin, mon petit déjeuner, là, c'est de la cocaïne qui me vient dans la tête. Je suis en train de virer fou. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Je sais pas si c'est moi le problème. Ben, c'est sûr, c'est moi, là, mais je sais pas c'est quoi votre opinion. Là. Non, je comprends pas. Vous en avez déjà pris de la cocaïne avant aujourd'hui? Oui, mademoiselle. Ça oui. Ben, oui, c'est ça le problème, justement. C'est que je me demande si c'est elle qui m'a fucké ben raide. Oups, excusez. Mais... je sais pas, là, c'est comme pas normal de se lever puis vouloir faire ça le matin, là. Ça n'a rien à voir avec cette fille-là de 16 ans. Ben... Elle l'a initié, c'est ça que vous voulez dire, Dany? C'est ça, elle vous a initié, puis là, vous êtes pris avec... Parce que j'étais un petit gars très bien élevé, comme vous autres, souvent... Dany, hey, le pétage de brou, là. Okay. Il pense à se poudrer le nez chaque matin, puis c'est à cause de la petite de 16 ans. Ben, c'est pas se poudrer le nez, c'est... Bon. En tout cas... Pardon? C'est plus sérieux que ça, M. Mailloux. C'est pas normal, là. Faudrait-tu que j'aille voir une thérapie? Mais moi, je crois pas à ça, des thérapies, là. Non, mais c'est quoi? Vous dites c'est plus sérieux que ça. Je comprends pas de quoi vous parlez. Ben, c'est drette d'un veine, mon ami. Ah, c'est le crack? Vous êtes dans une... Non, c'est pas le crack, c'est la cocaïne drette d'un veine. La cocaïne foutée? Ouais, c'est ça. C'est 300$ par semaine là-dedans, puis je me demande si... Tu sais, je suis motivé, là, mais je réussis toujours à perdre mes jobs à cause que je tombe toujours d'une dépression, puis on dirait que je tourne en rond. Faut que je me trouve quelque chose à faire, des casse-têtes pendant 10 heures dans la journée. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas habitué à ces sujets-là. Voyez-vous, ce que je trouve déplorable dans votre histoire, moi, c'est que supposément qu'il y a une femme qui a de l'allure qui vit avec vous. Oui, je suis en train de la scraper. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, c'est parce que malheureusement, je pense qu'elle m'aime. Ça fait 3 ans que j'étais avec, puis moi... Ben là, elle m'aime. Voyons, Dany. Malheureusement, Dany... Elle doit m'aimer. Elle doit m'aimer. Ah, c'est incroyable, ce qu'on entend. Ben, monsieur, c'est la réalité. Puis moi, je me dis, à cause que je regarde la société... Oui. C'est ça qui me décourage, la société. Je la regarde, puis tout s'en va vraiment, là, tout croche. Là. On peut passer du point A au point Z, tout est tout croche selon ma vision des choses. Mais c'est ça, Dany, mais il faut que vous regardiez votre problème avant de regarder la société. C'est bien plus urgent. C'est bon, Janine. Videz-vous le cœur, Dany. Ah voyez, la société, donnez-y une go. Ah, la société, elle va pas bien. Lâchez-vous. Toutes les choses simples et logiques ne sont pas respectées dans cette société. Comme, allez-y. Ah, il aurait fallu que je vous trouve un exemple, là, mais il y en a pas qui me viennent juste là, mais c'est pas normal, là. Des petits, comme le débat qu'on a eu cette semaine sur les accommodements raisonnables, oui. Là. C'est pas normal, ça. Là. Moi, ça me frustre de voir ça. Bon. Arrêtez donc. Ben non, mais on n'est pas... Ah, c'est de valeur. Hey, Dany, accrochez-vous à un groupe d'entraide, là, mais rappelez-nous un vendredi pour vomir sa société comme ça. Ah, OK. Bye, Dany. Vous avez fait perdre du temps, mon sujet n'était pas bon, je m'excuse. Bon. Non, c'est pas ce que je dis. Non, Non, c'est la fin de l'émission. Ah, il a mal compris. Venez visiter le Salon international.